Aujourd'hui, on est en présence de Simo Elhaj. Alors, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci Martin. Du coup, Simo, si tu devais résumer ton parcours en 2-3 phrases, comment tu le présenterais? Du coup, je suis Simo Elhaj, j'ai fondé Reformi, et c'est un projet de 14 ans. C'est un projet Wow. de comparateur de produits reconditionnés. Et là, récemment, j'ai lancé la dernière version et du coup, euh, c'est assez autonome pour que je puisse un peu expérimenter d'autres idées de côté dans un concept de micro startup studio et, euh, et du coup avec différents projets SaaS ou en e-commerce. Ok. C'est quoi un petit peu les derniers micro-projets que tu as lancés là? Dernier micro-projet, c'était une expérimentation pour faire de l'automatisation sur Notion, un Ah, projet qui yes. s'appelle Notion Automation. Et l'idée, voilà, c'est juste de profiter un peu de la hype qui tourne autour de Notion et de ne pas avoir vraiment la possibilité de connecter avec d'autres applications. Et du coup, là, j'ai reverse engineer l'API pour pouvoir fournir un service aux personnes pour qu'ils puissent utiliser Notion de manière un peu plus automatisée. Ok. C'était une frustration que j'ai vue dans énormément de communautés de Notion. C'est le truc attendu un peu comme le Messi, cette fameuse API. Exactement. Depuis Ok. 2018, ils promettent l'API, mais là, ils disent que ça va être en printemps 2021. Bon, on est en milieu du printemps. On verra bien quand est-ce que ça va sortir. Ok. Trop cool. J'aimerais un peu revenir à ton premier projet, donc Refer Me, c'est ça? Oui, Tu l'as lancé il y a 14 ans. exactement. C'était Du coup, en septembre 2007, la toute première wow. version qui a été lancée. Mais il y a C'est quoi un peu l'idée du projet? en fait, moi j'ai grandi pas mal au Maroc et j'ai mon beau-frère qui est un euh, commercial qui vend des produits Apple en Afrique du Nord et dans les dom-toms. Et j'ai été introduit au monde d'Apple à l'âge de 9 ans. C'est encore à l'époque du Mac OS 9 et de l'iMac Ouais. Orange tout ensemble. Donc j'étais le seul qui avait un Mac, mais après j'étais vraiment bien impliqué dans toute la communauté Mac en ligne. C'était Mac Génération, Mac Forever, un peu tous les sites Ouais. d'actualité Mac. Et, euh, et entre-temps, j'avais appris à coder en faisant un petit widget sur Dashboard, sur un macOS 10 Dashboard. Et, Ah ouais. euh, et c'était là où j'avais appris à coder avec l'HTML, du JavaScript, et j'ai lancé un petit widget sur Mac qui s'appelait iActu. En fait, ça regroupait l'actualité RSS des 6 journaux nationaux français, et après, c'est développé pour les États-Unis. Et là, j'ai pu monétiser ça au tout début. J'ai vendu la version pro pour $6. Et grâce à ça, je peux avoir mes premiers revenus. J'étais à l'âge de 14 ans, premier revenu depuis ces ventes-là. Et là, je dis, ben là, je vais m'acheter mon propre Mac. Mais là, j'ai entendu parler du Reform Store d'Apple. C'est une petite section qui est toute cachée sur le site d'Apple. Ouais. Et du coup, voilà, moi j'ai repéré une configuration, un MacBook Pro avec une configuration spéciale, mais qui n'était pas disponible sur le moment même. Et entre-temps, j'étais encore à Casablanca, j'ai ma soeur qui habitait à Paris. Et du coup, bah, elle m'a donné ses coordonnées bancaires et tout pour pouvoir prendre le produit dès qu'il est disponible. Et là, il fallait rafraîchir la page, rafraîchir. Et là, je l'ai mis en favori. Il y avait un soir, genre 2 heures du matin, boum, je rafraîchis et boum, il était disponible. Et là, je le commande. Et là, je l'envoie. Et là, je me suis rendu compte, putain, en fait, c'était vraiment compliqué pour trouver ce produit-là, alors que Ouais. ça va être un truc simple, quoi. Et là, entre-temps, que j'ai appris à faire du PHP avec le site du zéro, là, elle vient, je vais scraper le site d'Apple. Et dès qu'il y a un mot-clé qui apparaît, j'envoie un email. Et du coup, j'avais lancé ça et directement, j'ai eu un article sur Engadget qui faisait la promo du service. Et entre-temps, je dis, tiens, il y a moyen de monétiser avec l'affiliation pour avoir une commission pour chaque vente qui est effectuée. C'est là où aussi il y avait vers début 2008, il y avait le .me qui était sorti. Et là, la marque Reform était née. Je me suis dit Reform.me, ça peut être un service qui permet de monitorer les disponibilités du store d'Apple. Et là, ça tourne toujours jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, là, entre-temps, ça a un peu pivoté, ça a un peu grandi, scalé, passive income, pas passive income, et jusqu'au décembre 2020 où il y a eu la V5, la dernière version qui est sortie, qui est plus genre un comparateur de produits reconditionnés Apple. Ok. Ah oui, ça a bien évolué. J'aimerais revenir un peu sur les débuts. Donc le tout premier truc que tu as lancé, c'est iActu, c'est ça? Oui, c'est ça. Sur le dashboard. Et ça t'était venu comment cette idée? C'était juste pour tester un truc? T'avais vraiment vu qu'il y avait un problème? T'avais quel âge à l'époque? J'avais 13, 14 ans à peu près. C'était en Ok. 2006, 2005, 2006. Et c'était au lancement de macOS 10 Tiger. C'est là où il y avait le dashboard qui était sorti. Et, euh, et là, je me suis dit, tiens, en fait, c'est pas mal d'avoir peut-être
un petit widget d'actualité. Et au début, j'avais commencé pour dire, tiens, en fait, Le Monde, Le Figaro, ils n'ont pas de widget sur le dashboard. Et là, j'ai dit, tiens, bah, en fait, je vais prendre un widget américain. Tu peux voir le code source. Soit c'est du HTML, CSS. Et je change le lien RSS avec juste le lien de Le Monde. Ouais. Et du coup, j'avais l'actualité de Le Monde. Du coup, je dis, en fait, bah, je vais essayer un peu d'arranger un peu le design, changer un peu du CSS. Et là, j'avais ma sœur qui me disait, en fait, bah, il faut prendre l'autorisation de Le Monde parce que tu peux pas faire ça comme ça. Et du coup, j'ai envoyé un mail à Le Monde. Ils m'ont dit, OK, pas de souci. Et là, quand j'ai lancé, en fait, c'était au début le widget pour Le Monde et Le Figaro. Et après, je me dis, bah, en fait, pourquoi pas faire un gros projet. Et là, c'était un été de vacances scolaires. Et là, je me dis, peut-être, je vais vraiment faire le gros projet et essayer de voir si je peux le vendre avec PayPal à l'époque. Ok. Genre pour la version pro, pour avoir plusieurs fonctionnalités. Et bah, au final, c'était mon école pour le code, quoi. Là, j'ai vraiment pu apprendre un peu le JavaScript, comment ça fonctionne. Et là aussi goûter un peu l'entrepreneuriat, genre juste le fait de pouvoir créer quelque chose juste depuis ton ordinateur et que ça puisse rapporter des revenus. Ok. Au moment où tu as lancé le mode payant, tu as redemandé l'autorisation aux médias, genre Le Monde, etc., ou tu leur as juste, t'as juste fait de Non, ton j'ai fait côté? parce qu'en fait, c'était brandé en mode iActu, c'était pas brandé en mode Le Monde ou Le Figaro. Et ça Ok. rassemblait les liens RSS de. Là, c'était pour 500 journaux parce qu'en fait, j'avais fait tous les une base de données de Tu veux journaux avec le RSS lien possible. RSS. Et du coup, tu pouvais rajouter si c'était une sorte de petit kiosque avec les petites icônes de chacun des journaux et ça te donnait accès à l'information directement. Ok, trop stylé. Et tu sais combien tu as fait de revenus grâce à ce projet? Revenu, c'était autour de 1500 € en moyenne 1500. Ouais, Ah, pour c'était pouvoir pour t'acheter m'acheter un Mac, quoi. un Mac, Ouais. quoi. Après, bon, c'était vraiment en mode bricolage à l'époque parce que voilà, c'était juste un peu voir. Il n'y avait pas toute la documentation, tous les trucs qu'on a en ce moment sur Stripe, sur le no-code et tout. Donc, du coup, c'était un peu l'Eldorado à l'époque. Tout était encore à construire, quoi. Ouais, je vois. C'est le dashboard de widget que tu parles, c'est le truc qu'ils ont supprimé, non, il y a pas trop longtemps, ou Ouais, ils qui ont est plus du tout supprimé. visible? Ouais, il est plus Ouais. du tout utilisé là. Ok, ouais. C'est intéressant, je savais même pas que c'était fait en web, ce Ouais. truc-là. C'est ok. Super, super, super premier projet déjà. C'est Ouais. ouf de faire ça aussi jeune. Mais il y avait une petite anecdote qui est marrante. En fait, eh ben, parce que mon père, il est expert comptable au Maroc, il a un cabinet d'expertise Ouais. comptable. Et ce qu'il me disait tout le temps depuis que j'étais gamin, il me disait, ben, en fait, il faut jamais bosser pour les autres, il faut créer ta propre boîte et tout. Donc, et là, je dis, bon, si tout le monde pense comme ça, ça va pas fonctionner, quoi. Donc, il faut avoir une expérience au moins chez quelqu'un et tout. Mais quand même, il avait planté une petite fibre, dans la tête. Et là, j'étais encore au sixième, c'est en primaire. Et enfin, il est parti au marché, là, à Casablanca, et il vendait des crayons avec des mines. Au moment où tu casses la mine, tu peux enlever la mine, tu la mets derrière et tu as une nouvelle mine qui sort. Et c'était un Ah peu, oui. ouais, c'est un peu révolutionnaire. Du coup, tout le monde de mes camarades de classe disait, tiens, c'est stylé, où est-ce que tu l'as eu? Bah, je l'ai eu là-bas. Et là, mon père me dit, tiens, bah, si tu veux, je t'achète une boîte avec, une boîte en gros, et tu la revends à l'école. Et là, du coup, j'avais rebrandé la boîte et j'ai fait quoi, c'était 100% de bénéf et lui, il m'a demandé de le rembourser l'argent qu'il m'a prêté pour acheter ça. Donc du coup, c'était un peu comme mon premier angel investor pour Grave. le projet. Et du coup, ça c'était marrant parce qu'au final, là, ça m'a fait un peu goûter un peu au fait, ben, tu peux créer de la valeur en fournissant un service ou quelque chose comme ça. Et là, depuis, ça m'a un peu poussé à faire un peu plus. Par exemple, j'ai imprimé la liste iTunes et demandé à mes camarades de classe, ok, sélectionnez vos musiques, je vous grave un CD et ainsi de suite, quoi. Mais après, là, c'est au moment où il y avait Internet qui était venu, la DSL qu'on a pu avoir à la maison. Ouais. Et là où je passais un peu mes étés à essayer un peu de bricoler, surtout le site du zéro, là, je pense que ça a changé pas mal notre génération, là, genre, pour, euh, pour apprendre un peu à coder, l'HTML et PHP en général. Grave, grave. C'est rigolo que tu parles de ça parce que maintenant je me rappelle un peu dans mon passé et j'ai aussi fait des trucs un peu comme ça qui sont clairement un peu louches et que tu peux pas trop faire en vrai, je crois, Ouais, légalement. Mais j'ai vendu des petits, tu sais, des MP3 en forme de clé USB là où tu branches ouais, ton casque et t'as tes écouteurs. Et du coup, je les vendais avec des musiques préchargées dedans. Parce d'accord. qu'il y avait plein de gens qui avaient pas des ordis ou qui savaient pas où Ouais, télécharger les musiques. Et du coup, je fais la même chose. Et je faisais du bénéf là-dessus sur des musiques piratées du coup. ouais. C'était Mais vraiment bon, pas bien. après bon, on était encore jeune et du coup, je pense que c'est une Oui, sorte d'un peu d'apprentissage. On peut pas se payer, genre, des licences ou oui, des puis trucs comme ça au t'as début, pas mais fait des millions t'as pas fait des voilà. millions avec ça, quoi. Je sais pas, Ouais. j'ai dû faire 200 € max. Mm. Ce qui était bien, hein, à l'époque. Ouais, ouais. Mais, ok. Euh,
Franchement, trop cool. Ça m'a fait penser à des anciens projets aussi que j'avais. Ouais. Du coup, quand t'as lancé ton site Refer.me, t'as eu un article dans Engadget, c'est ça? Comment C'était c'est? bien avant, parce qu'au début, c'était brandé reforbstore.net. Et du coup, Ah, ok. c'était aussi un widget. Parce qu'en fait, j'ai développé en forme de Bah widget au oui, tu début. savais déjà le Parce faire. que je savais le faire sur un widget. Et j'ai envoyé à l'époque, ça s'appelait tu as the unofficial Apple Webblog ou un truc comme ça. Et ça a été racheté par Engadget, c'est devenu Engadget. Et je leur ai envoyé un email, je dis, ah, tiens, je viens de sortir ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Et du coup, ils ont écrit un article. Là, l'article est encore disponible et qui date de septembre 2007. Pour moi, ça permet de backdater le Ouais. projet. Et du coup, ouais, ça a été premier en septembre 2007 sur Engadget. Ok. Et ça t'a aidé sur ta capacité à avoir des utilisateurs de ton projet. Ça a eu un impact Le projet de Reformly ou iActu? de Refer.me ou les deux. Je sais pas. Est-ce que ça a eu un rétro-impact aussi sur Ouais, ton bien, ancien projet? ouais, bien sûr. Là, au début, j'ai lancé pour le marché américain et canadien. Et directement, j'ai pu faire de l'affiliation. Et là, en fait, ça ramenait beaucoup de trafic. Et en plus, ça a été sur le widget store. À l'époque, il n'y avait pas d'App Store, mais c'était sur le site d'Apple avec tous les widgets et j'étais référencé dessus. Et du coup, sur le coup, il y avait pas beaucoup, mais genre assez de demandes pour pouvoir me dire, ok, bah peut-être il y a de l'intérêt, il y a de l'attraction sur ce projet-là, je dois peut-être passer plus de temps à le développer. Ok. Et du coup, sur l'affiliation, t'as fait de l'affiliation sur quoi? Sur les Mac ou sur les actus? Sur les Mac. Parce que Ok. il fallait passer par une plateforme d'affiliation, c'est pas directement par Apple, où ils te donnent des liens qui sont traqués. Et je l'ai rajouté sur le site, dès que quelqu'un a acheté le produit, bah, ils étaient alertés pour pouvoir, ils alertaient la plateforme d'affiliation pour que je puisse être payé directement pour, sur les Mac qui ont été vendus. Ok. Et c'était quoi le modèle de rémunération, tu te rappelles? C'était à peu près 2%, ou 1-2% genre de commission sur le panier. C'est cool parce que c'est un bon Ouais, panier le Mac en général. ouais, c'est ça. Ouais, en moyenne, quoi, c'était 1000 euros le Mac. Et Ouais, à l'époque, il n'y avait pas encore les iPhones qui étaient reconditionnés, parce que c'était 2007, l'année en juin, c'était le premier iPhone qui était sorti. ouais. Ok. Donc ça, c'était la toute première version de ce projet-là. Et ça t'a permis de quoi? De t'aider à te payer tes études à ce moment-là? J'étais encore au début lycée, donc du coup là, genre au moment où j'ai commencé à avoir les revenus, c'était un peu compliqué la situation parce qu'en étant mineur au Maroc, pour pouvoir récupérer l'argent, c'était un peu compliqué. Donc je passais avec ma sœur qui était basée à Paris pour pouvoir faire ça. Et donc et du coup au moment où je suis parti à Lyon pour faire mes études, bah, c'était un peu ma sœur qui me remboursait ce que je gagnais. Et du coup j'étais financièrement indépendant bah, depuis le lycée quoi. Ok. T'es stylé ça. Tu penses que ça t'a aidé finalement dans aller, enfin je sais pas quelle étude t'as fait après? Est-ce J'ai que ça, fait l'école des études d'ingénieur ok. à l'INSA Lyon. Ok. Et parce que je sais que moi j'ai bien galéré quand je faisais mes études parce que t'as pas grand-chose, t'as ce que te donnent tes parents et ça dépend de la vie de tes parents quoi. Donc est-ce que ça t'a aidé, tu penses, à faire des études un peu plus simples, un peu plus Bah, en fait, vivables pour un étudiant? bah, déjà l'école que j'ai fait, c'est une école publique, donc du coup même pour les Ouais. cours en eux-mêmes, c'était pas très élevé. Et aussi, je me suis donné un peu un objectif, c'est-à-dire j'en ai parlé à personne quand je suis arrivé en école d'ingé de mes projets, c'était totalement secret. Et du coup, je gardais ça de manière assez secrète pour dire que je vais avoir quand même une vie d'étudiant en mode système D où t'es un peu galère et tout. Tu veux pas en mode étudiant où peut-être qu'il y a déjà des revenus pour pouvoir vivre. Et du Ouais. coup, c'était un peu une philosophie au début. Après, au bout de la deuxième, troisième année, je me dis bon, allez, bon, tout le monde peut savoir. Moi, tu peux savoir c'est qui tes potes et c'est qui les personnes qui viennent juste par rapport à ce que tu fais, quoi. Et Ok, ça ouais. me permet, donc du coup, genre, je me dis aussi faire des études, ça me permettait aussi de pouvoir aller en France, déjà pour mes études et aussi rencontrer des personnes. Je pense même, mis à part l'aspect du papier ou du diplôme qu'on a à la fin, c'est aussi toute l'expérience, tout le réseau, toutes les, tous mes meilleurs potes viennent d'écoles d'ingénieurs aussi. Et Ouais. donc Ouais, du coup, c'est toute l'expérience en elle-même, quoi. clairement, quand je regarde en arrière, le truc que ça m'a apporté le plus d'avoir fait une école, c'est le réseau, que les gens que tu as Ouais, rencontrés. Après, effectivement, tu as appris des choses, mais c'est vraiment les choses que tu vas garder le plus longtemps, je trouve. C'est les gens que j'ai rencontrés, qui je garde le Mm. contact et qui ont une place importante dans ma vie, quoi. Bien sûr, ça a aussi déterminé mon métier, mais je trouve que Ouais. c'est vachement un des trucs les plus importants, le réseau. Et que tu comprends pas quand tu es en école au début.
je Ouais. pense. Enfin, oui, c'est vraiment sous-coté et après, tu te rends compte vraiment de la puissance de ça, quoi. Et même, je pense que l'école que j'avais fait, c'était un peu le même curseur avec la même promo pendant tous les 5 ans. Ouais, Et donc, du coup, c'était genre, on avait un petit, genre, au final, tu commences à tisser des liens sur le long terme avec les mêmes personnes et du coup, tu peux les voir d'année en année. Et je pense par rapport au fait de pouvoir faire peut-être des prépas ou de la fac où tu vois des personnes, mais juste de manière ouais, alternée, t'as pas le temps de vraiment genre connecter avec des personnes sur place, quoi. Et je pense que t'as chanceux d'être dans un environnement comme ça. oui, c'est sûr que si tu vis avec, enfin, c'est vraiment vivre avec des gens, quoi. Tu les vois plus que ta famille Ouais. et que les gens autour, donc c'est vraiment ta famille à toi pendant 5 ans, quoi. Ouais. Ok. Du coup, on a pas mal avancé sur ce sujet-là. Sur Refer Me, quand t'es arrivé en France au lycée, c'était quoi le montant de revenus à peu près qu'on ait un ordre d'idée? Bah là, c'était quasiment un SMIC. Genre, bah, quand j'ai lancé, directement, j'ai pu avoir les 1200 par mois à peu près de revenus. Oui, Et après, c'était assez stable. Et jusqu'à un moment où, quand je suis venu en France, ben, j'ai rapatrié les revenus sur mon compte. Et là, je me suis dit, bon, en fait, il y a un souci parce que genre là, il faut créer une boîte, il faut créer une entité, parce que là, c'est un peu de l'argent qui est un peu pas déclaré, parce qu'au final, ouais, tu es encore jeune, on savait pas trop comment faire les choses. Et, et du coup, entre-temps, je me suis renseigné en ligne pour voir s'il y a un système, avoir une sorte de pépinière d'entreprise qui peut incorporer le projet. Et du coup, ça a été fait pour pouvoir légaliser les choses de manière beaucoup plus smooth. ah bah oui. Mais je pense que il vaut mieux faire les choses dans ce sens-là qu'à l'inverse, créer une boîte et Ouais, te mettre. Il y a plein de choses qui vont te coûter de l'argent et tu sais même pas si ton projet il va te plaire, il est viable. Enfin, il y a plein de choses que tu ignores, donc. Bah, il vaut mieux un peu commencer à l'arrache et puis le c'est sûr, mettre bien au carré. Et puis, si tu as de l'argent et que ton projet il en rapporte, tu pourras repayer si tu as c'est ça. envie, les trucs en arrière que tu as mal payés. Ouais. Enfin, Ouais, c'est un c'est, bon problème à avoir au final de pouvoir payer les oui, impôts et tout ça parce que ça veut dire qu'il y a des revenus qui rentrent. Mais je pense même à l'époque, je pense que le statut auto-entrepreneur n'a pas été encore lancé et du coup c'était ouais. encore tout un flou judiciaire, juridique, légal. Genre à 18 ans, 17 ans, genre c'est pas quelque chose que tu as, que t'as envie de voir, quoi. Ouais, j'imagine. Mais même quand je vois déjà l'auto-entreprise comme ça reste complexe parfois parce que ben, on est en France et que le système français est pas toujours simple. Alors Hmm. j'imagine devoir créer une boîte, en plus tu viens du Maroc, Ouais. cumuler la complexité. Mais ok, trop cool d'avoir commencé. Enfin, comme ça, c'est vraiment impressionnant, je trouve. Du coup, on va revenir un petit peu. Donc, t'as fait tes études, donc ça a duré 5 ans, et ce projet-là, tu l'avais en parallèle pendant tout ce temps. Et globalement, tu passais combien de temps dessus sur le projet? Bah, non, au final, j'avais passé 4 ans en études. Pour la 5e année, je suis parti aux États-Unis et je suis Ouais. resté 5 ans là, aux États-Unis. Mais en fait, c'était on and on sur le projet. Des fois, bah, là, c'était je pense que deuxième version c'était en 2009, après 2012, après 2016 et 2020. Donc, des fois, en fait, c'était un gros sprint pendant quelques mois. Et après, au moment où bah, c'est lancé, bah, c'était assez autonome parce que, en fait, c'était un bot qui va aller juste checker les produits Apple, alerter les utilisateurs par email. Et du coup, ça tournait de manière assez organique. Même niveau marketing, il n'y avait pas besoin de faire beaucoup de trucs. C'était niveau référencement, bah, c'était plus genre 70%, 80% du trafic qui vient de Google. Et du coup, là, c'était assez passif pour pouvoir expérimenter d'autres projets sur le côté. Ok, donc c'est là où on arrive à tes autres side projects. Notre, C'était quoi Vas-y. ah, non, J'allais te dire, c'était quoi le premier side project après celui-là que t'as lancé? le premier, je dirais, il y en avait un, mais bon, c'était aussi en mode un marketing stunt pour essayer de voir un peu comment ça peut fonctionner. C'était un débrideur bah, c'était aussi à l'époque, en 2000, 2008, 2009. C'était un débrideur pour Megavideo. À l'époque où il y avait Megavideo, il y avait les Ah oui. 72 minutes des limitations. J'avais fait à l'époque, c'était une Firefox extension avant que Chrome sorte et après faire une Chrome extension qui permettait de débrider les vidéos pour voir au-delà de 72 minutes. Et là, c'était genre, ça a énormément fonctionné. C'était quasiment 2 millions de téléchargements en cumul depuis le lancement à la Wow. fin. Mais jusqu'au moment où ben, Megavideo ils ont fermé et du coup ça a totalement plongé
le trafic du site, quoi. Eh ben oui. Ok. Putain, j'aurais cru il t'aurait trouvé avant, il t'aurait dit En fait, d'arrêter, mais non. ouais, mais en fait, Ah. l'astuce c'était genre, je prenais un compte premium et j'injectais le cookie directement sur le navigateur pour pouvoir télécharger la vidéo en premium. Et du coup, au début, ça fonctionnait bien pendant les 4 premiers mois. Et c'était assez de temps pour pouvoir avoir de l'attraction auprès des journaux, des communautés, de tout le monde pour pouvoir en parler. Et du coup, j'avais commencé à avoir beaucoup de trafic. Et là, il commençait à shut down tous les comptes premium que j'avais. Et après, il fallait trouver une alternative où il fallait passer par un serveur qui a une seule IP pour qu'il puisse pas traquer ça. Donc ça a duré pendant un petit moment, une petite bataille. Genre, en fait, eux, ils essaient un peu juste Ouais. de combler les failles. Moi, j'essayais de contre-attaquer. Entre-temps, c'était un petit jeu, mais entre-temps, ça fonctionnait. Et du coup, j'avais pas mal de visiteurs. Mais après, je savais que c'était aussi un stunt, c'est un truc, que c'était une petite vague qu'il fallait surfer, mais il fallait sortir de la vague dès que possible parce que c'était une Ouais. opportunité que j'avais vue. Et bon, après, c'est pas quelque chose que j'ai envie aussi de m'impliquer dessus. Bon, c'était les méga vidéos, c'était forcément lié au streaming sur Internet de contenu illégal. Et surtout Oui. que j'étais enfant, j'avais pas envie de vraiment me prendre la tête par rapport à ça. Et je voulais plus focus, passer mon énergie peut-être sur Reformy ou peut-être voir d'autres projets, quoi. C'est un projet que t'as fait payer, ça aussi? C'était sur la publicité. Donc en fait, Ah, ok. c'était gratuit pour les utilisateurs. Après, je vais rediriger vers mon site avec des publicités AdSense ou d'autres plateformes publicitaires. Ok. Intéressant. Ouais. Et ça, tu sais, parce que c'est quoi l'ordre de grandeur de revenus que t'as fait là-dessus? Ouais, il y avait pas mal de revenus. Là, c'est quelque chose que je ne disclose pas. Ah oui, oui, je comprends. C'est peut-être pas un bon Ouais, sujet à disclose. voilà. Ok, ok. Putain, c'est fou d'avoir enchaîné. C'est le premier projet que t'as fait après? Y a pas un truc que t'as raté? Ou genre t'as direct enchaîné sur un truc qui a bien marché? Bah après, le truc que j'avais raté, mais c'était totalement genre déconnecté de la tech, et ça date de Ouais. 2017-2018. Et c'est un projet en fait totalement loufoque, genre qui sort un peu des sentiers battus. C'est une fabrication d'un jouet de chèvre pour une cause. c'est euh, c'est pour une cause pour l'éducation pour les filles au Maroc. Et du coup, ça c'était un projet c'est au moment où parce que je suis parti aux États-Unis, j'avais bossé pour je me suis dit ben peut-être je vais mettre à plein temps sur Reformy. Et Ouais. bon, c'est peut-être je reviendrai vers le projet genre de la chef plus tard, mais je pense que la petite histoire, l'anecdote sur les États-Unis est assez Vas-y. intéressante. Euh, Initialement, genre en troisième année d'école d'ingénieur, je devais faire un stage et, euh, et moi mon objectif c'était aller en Silicon Valley à San Francisco bosser pour une boîte des GAFA. Et là, vu que j'étais avec Reformy en contact avec Apple, parce qu'au final, ben je commençais à apparaître dans le radar d'Apple. Et il y a la marketing manager qui m'a envoyé un mail. Tiens, bah, on aime bien ce que tu fais. Est-ce qu'il y a moyen de promouvoir les produits éducation ou d'autres trucs? Donc, du coup, j'étais en contact directement avec eux. Et là, c'était au moment où bah, je devais faire un stage en troisième année d'école d'ingé. Et là, à la fin du call, je lui ai glissé, tiens, je cherche un stage. Est-ce qu'il y a moyen de passer mon CV chez Apple? Elle m'a dit, ouais, avec plaisir. Du coup, le lendemain, je suis contacté par un recruteur. Je passe 5 entretiens téléphoniques à distance. Ouais. Et au bout du quatrième, cinquième, j'ai dit, allez, c'est bon, je l'ai et tout, non souci. Après, à la fin, ils me disent, non, désolé, ben, c'est pas un fit et tout, on te gardera en tête. Et là, je dis, ouh, en fait, Ah, genre là, j'ai mis mes chances dessus. Au l'espoir. final, là, je la recommence depuis la case de départ, je l'envoyais tout, il n'y avait pas de réponse. Et là, je dis, bon, bah, je vois sur l'intranet, il y avait une boîte d'affiliation, d'affiliate marketing, qui est basée à Londres. Et du coup, ben, je discute avec l'entreprise, pour avoir un job en product manager interne. Et du coup, j'ai été pris, je passé un stage là-bas, ça s'est super bien passé avec eux. Et là, ils me proposaient de rester avec eux à plein temps. Je dis non, je vais aller en Silicon Valley à San Francisco. Ils me Ouais. disent ok, genre comment on peut aider. Du coup, ils m'ont fait une intro avec quelqu'un de chez Google. On passe des interviews, ça fit pas. Il me dit bon, genre c'est pas un fit ou genre, mais je pense même pas, il y avait même pas eu d'interview. Et là, je me dis bon, je vais commencer à postuler, j'envoie à toutes les boîtes, pas de réponse. Et je dis oh putain, j'allais travailler un stagiaire, juste un stage à San Francisco en étant étranger, c'est vraiment compliqué. Et là, j'ai dit, Ouais. bon, bah, peut-être il faut pas passer par les voies normales, il faut essayer de trouver un moyen pour pouvoir euh, se faire genre, Une place. repérer, voilà, se faire repérer. Ouais. Et du coup, je me dis, tiens, en fait, j'ai un site Reformy là, qui tourne avec une base d'utilisateurs et d'emails, de personnes qui sont susceptibles peut-être de m'aider. Et là, je me dis, tiens, bah, je vais exporter cette base d'emails et voir sur LinkedIn
C'est genre n'importe ça comme contact et voir c'est qui utilise mon site et qui est genre, basé à San Francisco et qui est peut-être éventuellement bosse chez une des boîtes qui peut me référer quoi. Et du coup, là, je fais ça, je trouve il y a pas mal de boîtes, il y avait Twitter, Apple, Facebook et tout. Je commence à noter les noms, je dis tiens, je vais leur envoyer un email le lendemain. Et là, je dis tiens, je vais filtrer voir juste exécutif. Et là, je vois quelques managing directors, CEO. Je dis en fait, là, c'est bon, là, j'ai mon angle d'attaque, ça va fonctionner. Et là, le lendemain, je reçois un mail d'un CEO du non-profit qui était basé à Berkeley. Et là, il me dit tiens, tiens, t'as fait Reformer, nous on a acheté tous nos Macs grâce à ton site et t'as mentionné que tu cherches un stage, let's have a talk. Et là, je dis tiens, ok, c'est cool. Donc du coup, je discute avec eux. Et là, ils me font une offre pour être un stagiaire en stage chez eux. Mais entre-temps, je me dis, j'avais une autre piste avec un autre ami pour aller participer on s'est dit, j'ai un autre pote aussi d'école qui voulait aller à San Francisco. Du coup, on s'est dit, on va essayer de s'entraider pour se donner les pistes par rapport à ça. Et on s'est dit, en fait, pour être le plus actif, tu pouvais être bénévole dans des événements de tech ou bénévole dans des conférences. Et du coup, là-bas, tu peux sortir dans les soirées, tu rencontres les personnes et c'est là que tu peux vraiment tisser des liens et tu peux te faire repérer plus facilement que aller sur leur site et déposer ton CV, quoi. Et du coup, au début, on était parti à Dublin Web Summit pour une conférence. On était volontaires, on a rencontré du monde. On s'est dit non, en fait, il faut aller dans un truc aux États-Unis et pouvoir networker directement sur place. Et du coup, on a vu qu'il y avait Salesforce qui faisait un hackathon. C'était en 2013. Ils faisaient un hackathon Dreamforce. Et on s'est dit, tiens, on va aller là-bas. Il y a en plus des collègues d'école qui ont créé une start-up. Peut-être on va aller avec leur start-up et représenter notre école dans ce hackathon. Ouais. On a réussi à convaincre notre directrice de communication de notre école pour nous subventionner nos billets pour représenter l'école. Et du coup, on était 4 au total à aller à San Francisco à la conférence de Salesforce. Et du coup, le premier prix, c'était $1 million. Et après, les autres prix, c'était 50 000, 25 000. On s'est dit, au moins, c'est une opportunité de rencontrer des personnes, même si on gagne pas, on s'en fout, mais au moins d'être sur place, quoi. Et du coup, on avait développé une sorte de petit plugin ou une application à l'intérieur de Salesforce qui permettait de savoir toutes les interactions que tu as eues avec un client juste avant le call en sales. Et du coup, ça connectait Evernote, de Dropbox, Gmail, et comme ça, tu as tous les documents avant le call. Et au final, on a été un finaliste dans ce hackathon. Donc, on était top 5. Il fallait pitcher en face de Marc Benioff, du CEO de Salesforce, le projet. Et du coup, quand ils nous ont présenté déjà, c'était les 4 French Fantastiques qui venaient, 14 years old French Fantastic, qui venaient de France pour faire ce projet-là. Et du coup, il fallait voir, il y a une vidéo qui est en ligne où je commence à pitcher et après, au moment avec un coup de stress, je commence à crier cocorico. Donc c'est assez marrant à voir, mais et du coup, on pitch, on finit 4e quand même, et avec $10,000 chacun. Et t'as Benioff qui vient nous voir, le CEO de Salesforce, qui nous dit les gars, si vous voulez un stage à Salesforce, vous êtes les bienvenus. Just hit me up. You connect with the right people. Et du coup, je me dis, c'est cool. Et j'ai mes collègues là, avec qui je suis parti, eux, ils ont pris l'offre de stage chez Salesforce. Et jusqu'à ce jour-là, ils bossent encore à Salesforce. Et moi, j'avais l'offre avec la non-profit qui était à Berkeley et Salesforce. Et du coup, là, je parle avec le CEO de la non-profit. Je dis, il y a eu cette histoire de Salesforce et tout, mais quand même, Salesforce, ça reste une grosse boîte, mais quand même avoir bossé avec une petite non-profit à Berkeley, c'est beaucoup plus meaningful, il y a beaucoup plus à apprendre et tout. Et du coup, je finis par prendre l'offre chez la non-profit. Et là, depuis, je suis resté aux États-Unis pendant 5 ans, en bossant pour la non-profit, tout en gardant Reformer de côté. Et du coup, là, c'était au bout de 2 ans aux États-Unis, je me suis rendu compte que peut-être je suis à Silicon Valley, c'est le moment d'avoir un peu le Silicon Valley Dream, peut-être lever de l'argent, grandir, faire une équipe. À l'époque, là, il y a en ce moment-là, tout ce qui est reconditionné, c'est lié un peu à Back Market, tout le monde connaît Back Market, et à l'époque, Back Market n'existait pas encore. Et là, je me suis dit, peut-être c'est l'occasion de faire une sorte d'Amazon du reconditionné, d'avoir une sorte de plateforme, prendre le projet un peu plus sérieusement. Et du coup, je peux avoir un visa spécial aux États-Unis pour me concentrer pleinement sur le projet. Et du coup, je me dis, je vais recruter 2 stagiaires et essayer un peu de faire une nouvelle version qui compare tous les produits reconditionnés. Et du coup, là, j'ai pendant 6 mois, hardcore, on développe la nouvelle plateforme. Et là, je la lance. Et là, je rencontre, en fait, il y avait moins de trafic que ce qu'il y avait avant quand c'était passif. Et du coup, je me dis, OK. Et là, surtout les stagiaires à San Francisco, c'est pas les stagiaires en France, ça coûte un peu cher.
Et du coup, je me dis, en fait, je suis en train de... C'était la combien de version, ça? C'était la troisième? C'était la V4, la quatrième. V4. Et Ok. ça, c'est en 2016. Et du coup, là, je me rends compte, ok, bah, en fait, là, c'était un peu burn-out, il y avait beaucoup de trucs à gérer. Et du coup, je me disais, bon, bah là, je vais essayer de me déconnecter. Je prends la voiture, je pars dans un parc national tout seul. Et là, je Ouais. me dis, bon, je vais un peu devoir faire un peu le point sur tout ça. Et j'avais emporté avec moi deux bouquins. Il y avait un bouquin sur le Zen Meditation. Je me dis, tiens, bah, moi, ça tourne à 10 000 à l'heure, il faut pouvoir un peu se calmer. Ouais. Un autre, c'était le 4-Hour Workweek de Tim Ferriss. Parce que j'en ai Le entendu fameux. parler énormément et Oui. tout. Je me suis dit, bon, bah, ça a l'air d'être un peu le bouquin qui te dit, bon, comment gagner de l'argent en vendant des bouquins pour dire comment gagner de l'argent. Donc, j'étais un peu biaisé au début par rapport à ça, mais je dis, bon, peut-être il y a forcément des trucs intéressants à prendre, quoi. Ouais. Et du coup, je commence à lire celui de Zen Meditation. Et là, bon, dès le début, ça te parlait de la Lotus Position et tout. Et là, genre, au bout de la deuxième page, j'avais du mal à percer. Elle a dit, bon, allez, je vais aller commencer l'autre bouquin. Et là, genre, vraiment, au moment où je commence à lire ce bouquin, en fait, il posait les bonnes questions au bon moment. C'est-à-dire que là, j'étais pile au moment où il posait la question, par exemple, pourquoi tu fais ce que tu fais en ce moment? C'est-à-dire que là, genre, le Silicon Valley Dream, un peu, genre, pour pouvoir lever de l'argent, avoir une exit de multi-billion dollars, un truc comme ça, c'était quoi la purpose finale de tout ça? Et c'est là que ça m'a fait un peu réfléchir. Je me dis, en fait, bah, c'était sûrement peut-être un peu une crise un peu identitaire ou un peu de l'ego ou quelque chose. Je me dis, bah, en fait, genre, je m'identifie en tant qu'entrepreneur, tout le monde me voit en tant qu'entrepreneur. Mais du coup, je dois faire ça pour pouvoir prouver quelque chose à moi-même et tout. Alors que peut-être c'était pas quelque chose que je souhaitais faire et tout. Et surtout qu'il parlait un peu de projets des muses, des passive income et tout. Au final, je me dis, en fait, moi, ça fait des années que j'avais ça. Et là, j'étais prêt à pouvoir tuer le projet pour avoir cette ambition de pouvoir faire grandir le truc. Alors que c'est quelque chose, j'avais bossé pendant 6 mois, c'était pas quelque chose que j'étais vraiment à fond dessus. Et Ouais. ça m'a un peu genre, fait relativiser sur déjà pourquoi j'étais à Silicon Valley ou aux États-Unis et tout. Et surtout le coût de vie là-bas il était un peu cher. Et là je dis bon peut-être il faut que je scale back. Je deviens un peu genre j'essaie d'automatiser le maximum des process, laisser le projet de côté et peut-être aller voyager. Et là, c'était un peu voilà, quand je suis revenu à Toronto, j'ai un peu automatisé ce qu'il fallait faire. J'ai arrêté de travailler avec les stagiaires et du coup, le projet était assez automatisé. Et j'avais pris un aller simple pour aller en Asie pendant 6 mois en Ok. backpack, histoire un peu juste voilà, de pouvoir voyager. Et là, c'était vraiment, j'ai appliqué les 4-Hour Workweek. Au final, le projet il était assez automatisé pour pouvoir tourner et me laisser un peu voyager. Mais sur le coup, voyager pendant 6 mois en Asie, c'était super intéressant et tout. Mais sur le coup, tu me dis, bon, en fait, tu commences un peu à fatiguer pour dire, ok, là, peut-être tu as besoin d'une routine, tu as besoin un peu de tes potes, tu as besoin un peu d'une stabilité. Et à certains moments, tu commences à perdre un peu la notion, tu rencontres des nouvelles personnes à chaque fois, tu avais du mal vraiment à connecter avec ces personnes-là. Et c'est là où je me suis dit, bon, peut-être là, je suis prêt à retourner et peut-être éventuellement revenir en Europe. Et c'est là où je suis revenu à Paris. Mais sur la route, je me suis dit, bah, en fait, j'aimerais bien expérimenter. Il y avait une idée qui me taraudait dans l'esprit, mais qui est pas du tout tech. Mais j'aimerais bien faire un projet qui peut avoir un impact social et positif pour le Maroc déjà, parce que moi je me sens assez chanceux d'avoir eu une famille qui m'a pu donner une bonne éducation, genre surtout dans une école privée pour avoir une bonne éducation et pouvoir aller en France pour avoir mes études, mais c'est pas du tout accessible à tout le Ouais. monde. Et j'en suis bien conscient. Et du coup, je me suis dit, ben, c'est ça aurait permis peut-être de faire peut-être un projet pour pouvoir aider genre un problème particulier, peut-être l'éducation et surtout l'éducation des filles au Maroc, parce que dans les zones rurales, les écoles sont un peu loin des villages et du coup, ben, les filles doivent, genre, les enfants doivent marcher quasiment 1 heure pour aller à l'école la plus proche. Et vu que c'est une culture assez conservatrice, en mode bon, les filles, c'est un peu dangereux pour elles, donc du coup, elles peuvent rester à la maison. Elles se marient à l'âge de 14 ans, 15 ans et Ouais. elles s'occupent de la maison. Et du coup, elles n'avaient pas cette chance-là que les garçons avaient. Et du coup, c'était quelque chose qui me dérangeait. Et, j'étais en contact avec une association qui était british et qui construisait des internats pour les filles au Maroc. Et du coup, je me disais, en fait, comment je peux faire quelque chose qui peut être à la fois marrant à faire et aussi qui peut avoir un impact. Et là où à chaque fois on rigolait avec des potes, on voyait les vidéos de poulet, là, le poulet jaune qui fait du bruit. C'est Oui. et du coup, je voyais ça, tu vois, des vidéos sur YouTube avec genre 80 millions de vues, avec ce poulet-là qui fait du bruit et qui a fait genre 80 millions de vues. Tu te dis, ouais, en fait, c'était juste un jouet de chien. C'est devenu super populaire, c'est devenu un mime. Et là, je dis, en fait, la chèvre, c'est encore plus marrant. C'est un animal qui fait du bruit bizarre, qui saute, les yeux rectangulaires. Et au Maroc, on a les chèvres qui montent dans les arbres gagnés pour. Ouais. Donc, tu as des photos d'arbres à chèvres, quoi. Et à chaque fois, je montrais ça à des amis américains. Tout le monde dit, wow, putain, c'est au Maroc. C'est un montage. Non, c'est réel et tout. Et là, je Ouais. me dis, en fait, je peux jouer un peu sur le storytelling. C'était quelque chose que j'ai vraiment appris aux États-Unis, c'est que le storytelling, c'est super important. Et du coup, comment faire une story qui peut
inspirer les gens et tout. Donc du coup, je vais essayer un peu de faire un projet qui crée un personnage qui s'appelle Gabi the Goat. L'idée, c'est que Gabi, elle a une mission dans sa vie, c'est de fournir une meilleure éducation pour les filles au Maroc. Et du coup, là, je dis, en fait, je vais voir un peu comment fabriquer un jouet de chèvre. Et là, sur mon trip en Asie, je suis passé 3 semaines à Shenzhen, en Chine. Et là, je dis, je vais me poser 3 semaines et je vais aller sur Alibaba, voir toutes les usines qui fabriquent le poulet, les contacter, leur dire, tiens, moi, j'ai un projet pour faire une chèvre, un jouet de chèvre. Est-ce que je peux venir visiter votre usine ou avoir des informations et tout? Et au final, les gens, ils étaient assez réceptifs. Et du coup, j'ai fait quelques visites et j'ai rencontré une agence qui est basée à Shenzhen et qui font le lien entre toi et les usines, parce qu'en général, c'est pas très English friendly, c'est un peu difficile de communiquer avec eux, donc il faut avoir quelqu'un qui permet un peu de faciliter ça. Et eux, c'est une équipe de franco-chinois qui permettait de faciliter ça. Et au final, je me suis rendu compte, en fait, il fallait juste payer les frais pour faire un sample. Et en fait, c'était accessible. Il faut juste, des fois, on voit un projet fabriquer quelque chose de physique, c'était compliqué. Mais au final, en visitant ça et en sachant un peu comment ça fonctionne au niveau process, ça paraissait un peu plus accessible. Et là, je me dis, bon, peut-être, vas-y, c'est parti d'une idée un peu folle et je vais essayer de concrétiser ça, quoi. Et du coup, j'ai recruté un 3D designer pour faire le modèle de la chèvre. Et du coup, j'ai envoyé ça à l'agence qui m'a donné un devis avec plusieurs usines. Au final, on a choisi une usine, on nous a donné l'échantillon, il était bien. Et du coup, il fallait passer la commande de mass production. Et là, par contre, pour avoir des petites customisations pour la boîte qui est assez customisable et tout, il fallait minimum 3000 unités. Et là, je me dis, bon, 3000 unités, déjà le jouet, il fait genre 30 cm, genre 500 grammes. Au final, je me dis, bon, en fait, ça va cartonner. En fait, c'est un peu comme, j'aime bien l'expression de dire, you have to bet on your own success. C'est-à-dire que des fois, je dis, bon, allez, il faut vraiment y croire tout en sachant que, au final, si ça marche pas, il faut pouvoir. 3000 chèvres avec toi. Voilà, il faut savoir un peu, genre, c'est un peu comme au casino. C'est-à-dire que tu vas faire un pari et, en fait, il faut être conscient que si ça marche pas, en fait, tu vas pas te mettre vraiment dans la grosse merde où tu n'auras pas comment vivre. Donc du coup, je me dis bon, en fait, c'était Reforme qui finançait ce projet-là pour pouvoir faire ça. Aussi, c'était un peu une sorte d'expérience aussi genre personnelle, quoi. Et du coup, au final, je dis c'est bon, allez, on fait la commande de 3000 unités. Tu peux dire combien ça t'a coûté à peu près de faire 3000 unités? Le coût de fabrication, c'était à peu près $1,80. Mais après, il y avait pas mal d'argent qui était investi pour le moule, pour le 3D design, pour un peu tout le packaging et tout ça. Donc, en moyenne, c'était avec tous les frais, c'était quoi? C'était $4-5. Et je vendais le jouet à $29. Ok, ouais. Mais ce qui coûtait le plus cher, c'était la livraison. Parce qu'en fait, c'était $29 free shipping, worldwide, partout dans le monde. Et juste la livraison, elle coûtait $8. Et après, ce qui est resté, c'est à peu près quoi, c'est $6-7 qui permettaient c'était le don pour l'association pour fournir 3 jours d'éducation pour une fille au Maroc. Donc du coup, un peu le wording de l'histoire, c'était genre pour chaque jouet de chèvre acheté, on fournit 3 jours d'éducation pour une fille au Maroc. Et c'était pareil pour des t-shirts et toute une série de goodies et de swag de chèvre. Et du coup, c'était en octobre 2018, je dis c'est bon, là, les 3000 unités sont dans le warehouse, le store Shopify il est prêt, c'est bon, l'OPCOM elle va commencer. Et du coup, je commande un stock que je reçois chez moi. Entre temps, je suis revenu aux États-Unis et du coup, je me disais, je vais commander un stock de boîtes et je vais envoyer ça aux influenceurs, aux journalistes. Et donc, j'ai pris chaque boîte et j'ai écrit à la main un petit message à l'intérieur et j'ai envoyé ça à toutes les personnes qui ont parlé de Woman Empowerment, de Social Impact, de vidéos qui sont un peu marrantes sur Internet. Et du coup, j'envoie 60 boîtes un peu partout aux États-Unis. Et là, je dis, c'est bon, là, ils vont communiquer, je vais avoir un coup de presse de ouf et tout. Et là, rien. Et là, je dis, oh, ok. Et du coup, je relance. Et il y en a un qui répond, c'était pour un podcast, pour un Social Impact. Et là, je dis, bon, c'est pas grave, allez, comme je vais lancer, je fais un peu des vidéos un peu marrantes sur Internet. Ça prend pas, quoi. Et là, je dis, bon, t'as quand même friends and family, genre un peu des potes qui achètent et tout. Et au final, au bout de 2-3 mois, j'en vends 150 unités. Et du coup, entre-temps, là, tu avais le warehouse en Chine qui me disait, bon, Coco, tu sais, le frais de stockage, c'est gratuit les 2 premiers mois. Après, ça va te coûter 500 balles, après 1000 balles. Donc, il va falloir liquider ce stock. Et là, je me rends compte, en fait, ce stock, c'était 16 mètres cubes, 1,5 tonne de chèvre. Et du coup, je me suis dit, bon, oula, ok, donc
ah ouais, ça fait pas mal de trucs. Et du coup, là, j'en ai vendu 150 unités en 3 mois. Putain, je vais pas pouvoir vendre les 2850 qui restent. Et Ouais, là, il va falloir prendre une décision. C'est soit, genre c'est un peu comme du poker au final. Est-ce que je vais, genre, double in, all in, ou sinon, voilà, se fold et se retirer et, voilà, apprendre un peu de ses leçons. Et au final, je me dis, bon, là, je pense qu'il vaut mieux un peu couper l'hémorragie tant qu'elle y est. Donc, du coup, j'aurais dit, bon, les gars, je peux plus payer pour le stock. Et du coup, ils ont gardé tout le stock, liquidation ou destruction, j'en sais rien. Donc là, il se peut que tu trouves des chèvres, des jouets de chèvres un peu partout en Chine. Donc, c'est un peu. Franchement, ça m'a fait un peu mal au cœur. Tu te dis, bon, c'était genre, il y a énormément d'énergie qui a été faite dessus, mais au final, ouais. sur ça, genre, ça a pas fonctionné. Mais du coup, je me dis, bon, au moins, faut savoir quand retirer, genre une plug de, voilà, genre Ouais, le retirer la prise, projet, retirer la prise exactement, et du c'est coup se dire l'expression canadienne. voilà, et aussi se dire ben, quels sont les learnings, quels sont l'apprentissage, et si je devais faire le projet, comment je le ferais différemment. Et je pense en sortant de ce projet-là, il y avait trois learnings qui étaient super importants, que je me dis bon bah peut-être qu'il y a un autre projet à faire. C'est déjà la première fois, c'est genre 3000 unités quand même, genre au moins se dire genre peut-être payer beaucoup plus cher, ne pas avoir les customisations ou un truc comme ça, mais juste peut-être tenter avec 100 unités. Et là, essayer d'avoir la com, les précommandes, des trucs comme ça. C'est-à-dire, quitte à payer genre 20 balles l'unité, mais au moins, genre, pouvoir valider le test. Même si on a beau avoir cette confiance, de se dire, allez, c'est bon, ça fonctionnait et tout, mais en même, si c'est un peu plus data-driven et validé, c'est Ouais. encore mieux, quoi. Et du coup, là, je me dis, bon, là, voilà, on apprend de ces expériences et du coup ça c'est une des grands apprentissages. Le deuxième c'était aussi le ciblage. J'ai ciblé l'audience américaine parce que j'étais basé là-bas Ouais. et après je me disais bon peut-être l'audience française aurait été plus réceptive à un tel message, surtout pour l'éducation des filles au Maroc. Il y a une grosse diaspora marocaine qui est en Europe et en France et du coup peut-être les gens seront un peu plus réceptifs, les journalistes ou la presse seront un peu plus réceptifs à telle initiative. Oui, Et les gens aux États-Unis se sentent pas concernés par ce problème, quoi. ouais, surtout que c'est loin, c'est des filles au Maroc, peut-être avec le hijab et tout. Peut-être ça peut déranger des personnes, on ne sait jamais, mais alors que peut-être en France, les gens se sont beaucoup plus proches, ils ont forcément des amis ou des connaissances qui sont voilà, reliées à cette cause-là, quoi. Et la troisième, troisième learning serait au fait, bah, j'étais le seul sur le projet, quoi. J'essaie un peu de motiver des personnes et tout, mais enfin, j'étais le seul qui était vraiment involved dans le projet à 100%. Et bah, je voulais motiver d'autres personnes. Il y a personne qui avait cette motivation pour pouvoir faire le projet avec moi. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, peut-être la prochaine fois, essayer un peu de mieux s'entourer ou avoir peut-être plus de personnes qui sont prêtes à aider dans telle cause avant de pouvoir se lancer sur un gros challenge comme ça. Est-ce que tu penses que c'est pas un signal peut-être que comment il est ton projet ou comment tu le vends, c'est déjà problématique si tu n'arrives pas à trouver des gens à qui t'associer? Peut-être, peut-être. Mais après, je me dis, bon, des fois, il y a un gut feeling. C'est-à-dire, tu te dis, bah, Ouais, t'as une sorte de, je dirais pas vision, mais au moins, genre, tu visionnes bien un peu comment ça va ressembler, à quoi ça va fonctionner. Et du coup, bah, je pense que c'est aussi un exercice personnel que j'essaie un peu d'improve personnellement, c'est voilà, de pouvoir un peu aussi inspirer d'autres personnes sur cette vision qui est commune et pouvoir embarquer d'autres personnes sur ça. Et du coup, je pense que ça, c'est quelque chose que j'essaie un peu de travailler dessus, c'est de pouvoir, voilà, inspirer d'autres personnes pour pouvoir bosser, faire quelque chose à plusieurs. Parce que la majorité des projets sur lesquels je travaille, ben, je suis en solo dessus. Parce qu'au final, ouais. je suis beaucoup plus rapide, plus efficace, genre seul. Mais après, pour, pour, euh, pour atteindre et faire des trucs qui sont assez stylés, qui sont à plus grande échelle, voilà, il faut être dans une grande équipe en général, quoi, ou entouré avec des personnes qui partagent les mêmes motivations, quoi. Ouais, je pense que c'est surtout ça, c'est une question de motivation. Si tu regardes, j'aime beaucoup comment Gumroad est fait, la plateforme. Je sais pas si tu connais Mm. Gumroad. Ouais, Euh, et ils sont tous freelance, les créateurs de la plateforme. Personne ouais, n'est employé dans la boîte, donc tu vois, c'est pas ce qu'on imagine du grosse structure. Pourtant, c'est assez gros Gumroad. Mais ils ont trouvé quelque chose où tout le monde se sent concerné par le même truc. Leur idée, c'est que tout le monde doit être libre de faire ce qu'il veut, d'avancer sur ses projets, d'avoir des side projects et que ça soit pas aliénant, Gumroad, mais qu'on veut en faire quelque chose de grand quand même. Et du coup, mm. les gens qui ont rejoint, ils sont OK avec ça. Tu vois, par exemple, un truc fou qu'ils ont mis dedans, c'est que si tu as le droit qu'à faire de mi-temps, je crois, maximum. Et si tu fais des heures sup, plus tu fais d'heures sup et moins elles sont payées pour te décourager à essayer Ah de trop ouais? travailler. Ouais. Ok. Et c'est écrit dans leur philosophie, tu vois.
On veut pas que tu passes toute ta vie à travailler sur Gumroad. On veut que tu fasses d'autres trucs à côté parce qu'on pense que ça va nourrir le projet. Et je pense que ça, tu vois, comment tu le dis, mal dit, ça peut être compris par plus tu travailles, moins on veut te payer, quoi. Alors que bien expliqué, c'est on veut pas que tu travailles trop. Et il y a vraiment un truc de, moi je me rends compte aussi, tu vois, dans mes projets, c'est que si tu sais pas expliquer ce que tu fais, si tu sais pas engager les gens, t'es tout seul, quoi. Tu crées pas de communauté, t'as rien autour de toi, quoi. C'est vraiment complexe. D'où ma question qui était, est-ce que tu penses que c'est toi qui arrivais pas forcément à engager les gens? Est-ce que tu m'as dit que c'est quelque chose que tu travailles, donc potentiellement c'est que tu considères que t'as mieux à faire. Mais voilà. Ouais, parce que surtout que c'était un peu le sorte de projet où il y avait une sorte de motivation qui était un peu plus, l'énergie elle était peut-être un peu disproportionnée et là je me disais allez, peut-être que je vais juste achieve beaucoup plus rapidement que prendre plus le temps et essayer de construire l'équipe autour. Alors il y avait aussi pas mal cette partie de cette philosophie un peu de indie hacker, indie makers et tout. Des fois tu te dis en fait il n'y a pas besoin d'être grand pour pouvoir avoir de l'impact. Moi j'aime bien souvent cette analogie de moustique, c'est-à-dire que c'est un moustique qui est tout petit. En fait, l'impact d'un moustique, genre, dès qu'il te pique, là, tu le sens vraiment, quoi. Et du coup, pour moi, genre, t'as cette analogie, au final, t'as pas besoin d'être très grand non plus pour pouvoir, genre, avoir de l'impact. Et, certes, ça va pas être, genre, des billions de dollars, mais au moins, tu peux très bien, genre, répondre à un besoin de niche particulier et, ou à une sorte de, ça sans vraiment parler de Gabi des Goat ou ça, mais en général, dans les projets, il y a forcément un petit projet de niche où il y a des personnes qui sont prêtes à payer pour pouvoir, faire ça. Et du coup, t'as pas besoin d'être, genre une grande équipe pour pouvoir faire ça, quoi. Et je pense que ce que tu dis, ça reflète pas mal, moi en tout cas, de ce que je ressens, c'est Pieter Level avec Nomadlist, où il est tout seul, il a fait un site de ouf qui t'aide à trouver des endroits où tu veux vivre en tant que nomade. Mais je trouve que ça a inspiré énormément de gens à le devenir, à comprendre ce que c'est digital nomade. Enfin, ça a eu vraiment un impact considérable sur la culture commune, alors qu'il est tout seul, le mec, quoi. Ça, c'est génial. Et tu vois que. Mais je pense qu'il a inspiré beaucoup de personnes sur un peu le philosophie qu'en fait, c'est même pour le remote OK, là, c'était une seule page PHP et qui génère plus de 20 000 dollars par mois, quoi. Clairement. Du coup, on va revenir un petit peu sur mes questions de base. Je regarde qu'est-ce qu'on aurait pu louper d'intéressant. Je pense qu'on a bien parlé d'un de tes projets qui a pas bien marché, donc je crois qu'on a fini un petit peu mes questions de partie 1 en général. Ce que j'aimerais savoir là, c'est quoi ton objectif maintenant avec tes projets? Maintenant que tu as essayé de créer une start-up à l'américaine, c'est quoi l'objectif un peu avec Refer.me et tes projets? Là, déjà, l'avais vu avec la dernière version qui a été faite récemment. Là, j'essaie un peu de stabiliser, de rendre ça un peu plus stable. Éventuellement, peut-être. Parce que le problème, c'est qu'il y a une charge mentale quand même de garder plusieurs projets de côté. Et là, avoir Reformi là de côté, pouvoir focus sur d'autres projets, c'est vraiment compliqué. Donc, du coup, je suis en train de considérer peut-être soit l'option de vendre le projet à quelqu'un qui est peut-être plus intéressé pour pouvoir le scaler ou faire autre chose. Parce qu'au final, 14 ans sur un projet, c'est fatigant. C'est-à-dire que t'y penses quand même si tu l'automatises ou tu essaies un peu d'avoir quelques freelances qui bossent dessus en marketing et tout ça. C'est un peu compliqué de se détacher. Et du coup, c'était quelque chose à considérer, mais là, je pas vraiment de réponse qui est très claire sur déjà, même moi, je suis en train de chercher un peu quels sont un peu l'objectif de tous ces projets-là, mais déjà pour que ça soit assez, que ça réponde aux besoins, que ça reste déjà, ça fournit une valeur à la communauté. Et aussi, sur d'autres projets, ils sont en train d'expérimenter d'autres projets qui sont des projets qui sont par exemple sur Notion, sur Preview Panda ou d'autres projets que j'ai expérimenté personnellement et que dès que j'en parle à d'autres personnes, je sens que c'est un problème qui est partagé. Et du coup, déjà, ça, si créer des petits projets comme ça qui permettent de résoudre des petits projets comme ça, je dis que c'est déjà le goal, il est assez achieve. Mais après, je pense c'est un peu difficile d'avoir vraiment une vision très claire de qu'est-ce qu'on veut faire avec tous ces projets-là, quoi. Oui, je comprends, oui. Alors, sur les plateformes que tu as regardées, je suppose que tu as regardé MicroAcquire, qui est super connu aux États-Unis. C'est plus pour les SaaS en général, des plateformes comme ça. En fait, tu peux avoir du recurring et tu as des trucs que tu peux vraiment traquer. Moi, c'est pas du tout recurring. Et donc, du coup, c'est un peu plus compliqué comme business model que d'un projet SaaS tout standard, quoi.
Ok, interesting. Et c'est rigolo ce que tu m'as dit parce que tu as dit 14 ans sur un projet, ça fait un peu long. Et tu sais, quand tu es entrepreneur, des fois, tu te rends pas compte parce que le projet est à toi, mais c'est comme tu sais, acheter ta maison ou travailler dans une entreprise. En général, il y a peu de gens maintenant, et de moins en moins, qui restent 14 ans au même endroit, dans Ouais. la même ville ou dans le même travail. Et là, du coup, bon, bien qu'il a eu plein d'étapes différentes, c'est quand même la même entreprise. Donc, je pense que ça se comprend de ouf que bah, tu as envie aussi d'essayer d'autres choses, quoi, et Ouais. de le déléguer. Et tu as essayé de faire des choses genre garder le projet toi, mais mettre des freelances qui sont responsables du projet, un peu comme Pieter Level fait en ce moment sur Nomadlist. Bah, là, c'est ce que je fais en ce moment. C'est-à-dire que là, j'ai quelqu'un qui s'occupe du marketing. Et là, sur la partie de technologie, bah, en fait, c'est moi qui avais développé toute la partie technique, mais là, c'est assez stable. Et là, j'évite un peu de développer de nouvelles fonctionnalités. Donc, du coup, là, ça tourne d'une manière assez stable. Mm. Et là, je me dis, bon, bah, c'est soit est-ce que je vais peut-être avoir quelqu'un, onboarder quelqu'un de technique pour pouvoir faire ça, ou sinon juste, voilà, donner le projet ou vendre le projet et passer totalement à autre chose, quoi. Tu peux nous donner une approximation actuellement du revenu qui fait le projet là? Il y a deux métriques en général sur ce projet. En fait, dans les business d'affiliation, on parle de GMV, c'est tout ce qui est le volume de produits qui est vendu. Et après, Ok. tu as la commission en général pour le volume vendu là, par an. On est je suis à peu près à 2,5 millions. Mais après, avec les commissions qui sont qui fluctuent, des fois sont CPC. Genre, j'arrive à la fin de chaque mois de voilà, retirer autour de 5 à 7K Ok. par mois pour le projet, quoi. Ok. C'est quand même cool comme base. Donc je comprends que tu réfléchisses vraiment parce que j'ai parlé avec des makers qui, à un moment donné, enfin tu vois, moi j'ai des projets qui font $500 par mois à peu près ou des trucs comme ça. Et des fois, quand c'est peu, alors 500, je pense que c'est suffisant pour pas que j'ai envie de le jeter à la poubelle, mais j'ai vu des mecs qui jettent des projets où ils savent pas quoi en faire, ils savent pas comment le vendre, et juste ils Mm. arrêtent, quoi, ils shut down le truc. Et c'est assez ouf parce que tu vois qu'il manque beaucoup de choses dans notre environnement de indie maker pour pouvoir plus faire ça, quoi. Quand souvent la solution la plus en vogue c'est de l'arrêter le projet, de faire autre chose, c'est qu'il manque des étapes, tu vois, dans le monde de tous les jours. Quand tu as une entreprise, tu vends par exemple des chaussures à un magasin, ben tu te dis pas je ferme et je mets la clé sous la porte. En général, tu essaies de le vendre Ouais. prioritairement, et vraiment si t'as plus d'argent tu le traches. Mais comme on est sur internet et que tout peut être construit et déconstruit facilement, des fois la solution la plus simple c'est malheureusement de jeter le truc à la poubelle. Ou juste de laisser, genre Ouais, voilà, ou le laisser tourner mourir. sans le laisser mourir, quoi. Mm. Mais là, genre c'est un peu en ce moment, je suis en train de considérer, parce que la dernière version a été lancée il n'y a même pas 6 mois, quoi. Et du coup, là, il y a une croissance qui est assez intéressante, quasiment 30% de bump depuis la nouvelle version, parce que c'était vraiment axé sur toutes les optimisations SEO. Et j'ai appelé ça un peu cette nouvelle version, un peu comme le Final Sprint, quoi. Je me suis dit, le dernier marathon, en fait, c'est la dernière ligne droite. Quelles sont toutes les dernières optimisations que j'ai envie de faire? Parce qu'à chaque fois, tu te dis, bah, en fait, il y a un manque à gagner ou il y a un manque à faire parce qu'il ne s'est pas optimisé ça, c'est pas fait c'est comme ça, c'est pas fait comme ça. Et du coup, je me dis, bon, bah, surtout avec le confinement là, de 2020, là, c'était l'opportunité pour vraiment, voilà, être un peu dans la cave et de pouvoir, voilà, genre travailler pour pouvoir release et ship le produit avec la nouvelle version de les optimisations. Et du coup, je me dis, bon, peut-être, là, je vais laisser ça un peu tourner, genre pour encore quelques mois, voir un peu ce qui est encore une croissance qui prend de manière organique. Et du coup, ça peut être un peu mieux valorisé que essayer de vendre dès qu'il y a eu cette mise à jour, quoi. Ok, comment ça m'intéresse un petit peu ça, comment tu as trouvé les optimisations que tu devais faire? Tes idées sont venues comment? Parce que je suppose que le SEO c'est pas un truc que tu as appris dans ton école. Ouais. Bah après, c'est avec le tas. En général, pour les SEO, c'est toutes les communautés, genre Ahrefs, les newsletters et ça. Mais je prends souvent un peu des sessions de mentoring. Genre, il y a des plateformes qui s'appellent Growth Mentors ou Ouais. même des fois, je recrute sur Malte ou sur Upwork des experts. Je les prends pour, par exemple, sur 3 heures. Je leur donne, je prépare toutes mes questions avec toutes les slides, avec genre le contexte actuel, qu'est-ce qui est fait, des trucs qui sont pas très clairs, comment je peux optimiser. Et je leur donne ça en slide pendant 1 heure et demie pour qu'ils préparent. Et là, après 1 heure et demie de talk en vidéo pour voilà, poser toutes mes questions et tout. Et du coup, je peux avoir une petite vision assez macro sur quelles sont les optimisations à faire, quelles sont une sorte de to-do. En fait, ça me permet de donner une Ouais. roadmap.
Et au final, c'est super rentable comme modèle parce qu'au final, genre, tu peux avoir quelqu'un de super expert. Là, genre, par exemple, en SEO, j'avais pris quelqu'un qui avait 20 ans d'expérience, qui est vraiment genre assez bon. Bon, ça coûte un peu cher, il facture quasiment 200 euros l'heure, mais au moins, tu te dis, bon, c'est genre tous les insights qu'il va apporter, en fait, ça va te faire gagner énormément de temps. Et du coup, t'as pas besoin de questionner ou faire ta. Voilà. Voilà. Mm. Ok. Donc voilà, c'est comme ça un peu genre comment j'ai un peu approché cette nouvelle update pour dire voilà, voilà, c'est genre le call avec les SEO experts, ça m'a donné la to-do des 6 mois, quoi, quasiment. Eh oui, je suppose qu'il y a pas mal de taf. Je le vois sur des projets où c'est difficile à ranker sur Google. En plus, ça change tout le temps. Là, ça vient de rechanger encore. Ouais. Il y a eu une update, c'était quoi, la semaine dernière, je crois? Ouais, sur la performance, où maintenant Ouais, il donne plus d'importance sur voilà, sur les web vitals, comment genre ton site voilà, les charts, c'est rapide ou pas rapide, quoi. ok. Mais ok, merci. En tout cas, c'était super intéressant ce côté-là parce que il y a une vraie problématique. Tu vois, là, j'ai un projet, comme je te disais, qui fait $500 par mois, mais pour le faire passer à, je sais pas, à 1000 ou 2000 ou 5000, si je rêvais, ben, je suis un peu paralysé. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas quoi faire. Moi, en plus, c'est l'Apple Store qui le vend, c'est une app. Donc du coup, c'est un peu YOLO, et donc tu poses des questions, tu regardes dans des forums, mais c'est un peu, tu sais, t'as tout et son contraire. Mais c'est vrai que j'avais pas pensé à aller prendre un mec sur Malte pour lui poser tout un tas de questions, et je pense que c'est ce que je vais faire maintenant, parce que bah, c'est clairement worth it, quoi. Le mec il gagne quelque chose, toi tu gagnes quelque chose, tout le monde avance, quoi. Ouais. Et ok. Mais c'est un truc que j'essaie de faire de plus en plus sur mes projets, et je crois que dès que tu commences à gagner de l'argent avec tes projets, c'est un truc que tu dois faire. Enfin, à part si tu as besoin de manger avec, mais une fois que tu arrives à te Ouais. nourrir, au lieu d'acheter ou de te payer des vacances, genre, réinvestir pour l'améliorer, je pense que c'est worth it aussi, quoi. Ouais. Et il Ok, y a aussi un moyen, genre, par exemple, là, le Todoid, en fait, ça vient de te donner un peu l'anecdote aussi du nom de Tonoid, ça vient de Tono AID. En fait, c'était avec un ami, là, que on avait une sorte de tradition où on avait une boîte AID. En fait, à chaque ouais, fois, dès que tu as un problème dans ta vie, que tu vois un problème, genre un outil qui est pas bien fait, ou juste en fait, genre, t'as un process qui est mal fait, et du coup, en fait, ben, c'est juste, tu vas juste le noter. Il se peut que ça soit avec une solution, qui est un truc qui existe déjà. Et du coup, on commence à noter ça depuis genre quasiment 6 ans, 7 ans qu'on fait ça. Et à chaque fois qu'on se voit, ben, on se pose ensemble, on commence à discuter. T'as noté quoi, j'ai noté quoi. Et là, à un certain moment, on s'est fait la réflexion, on se dit, en fait, cette boîte à idées, elle devient tellement grande qu'elle devient un tonneau à idées, quoi. Et du coup, là, c'est dit, bah, Tono AID, Tonoid. Et du coup, j'avais trouvé le .com qui était disponible. Et du coup, je me dis, ça peut être une bonne petite marque de, genre, une sorte de petite entité qui va englober ces projets-là qui viennent de ce Tono AID, où c'est des problèmes qu'on a expérimentés personnellement et qu'on sent qu'il y a, voilà, peut-être un potentiel intérêt. Il faut faire une petite étude de marché, valider l'idée. Et après, au moment où tu sens qu'il y a quelque chose à faire, peut-être chercher à le monétiser et à le vendre, quoi. Et pour moi, je me dis, en fait, il faut juste, voilà, faire un peu les paris sur plusieurs trucs en même temps pour pouvoir voir s'il y a un qui va vraiment prendre, quoi. Et du coup, là, depuis un peu ce que je fais récemment, c'est voilà, un peu d'expérimenter sur différents projets, peut-être avec des personnes différentes. Là, avec ouais. Preview Panda et Notion Automation, j'avais fait un peu avec Shubham Sharma, on avait fait ce projet ensemble. Donc, du coup, l'idée, c'est au moins d'expérimenter sur différents trucs sans pour autant passer énormément de temps pour pouvoir construire pendant 6 mois et lancer ça comme ce que j'avais fait pour Tu peux Reformer, quoi. expliquer un peu Preview Panda, ce que c'est? Parce qu'on a expliqué Notion Automatization, mais pas Preview Panda. Donc, Preview Panda, c'était un peu sur le constat, c'était un petit hack en mode, genre sur LinkedIn, quand tu veux prospecter des clients, tu leur envoies un lien. En fait, ce lien-là, tu as la petite preview qui est un peu dégueulasse, il n'y a même pas de preview sur le lien, quoi. Et du coup, on s'est dit, en fait, pour attirer l'attention du prospect, c'est que si tu arrives à générer une preview du site du prospect, animé en GIF, et, tu mets ta tête, par exemple, qui pointe sur le site, et du coup, quand tu lances ça sur LinkedIn, t'envoies ça à quelqu'un sur LinkedIn, bah, il va voir son site et ta tête en train de pointer sur le site. Et là, je dis, waouh, ok, la personne a vraiment mis de l'énergie Personnalisé, pour ouais. pouvoir personnaliser ça, c'est hyper personnalisé. Et du coup, boum, t'as envie de cliquer, quoi. Et du coup, ça permet un peu d'augmenter le taux de clic. Ça fait un peu clickbait pour attirer, mais au final, par exemple, tu es un consultant, tu as besoin voilà, peut-être un consultant genre SEO, tu trouves des sites qui sont pas très bien optimisés, tu mets ta tête sur un site, tu dis, ah, c'est un peu pas très bien optimisé, tiens, voici book un calendrier, on se fait un call 10 minutes et on en discute, quoi. Et du coup, bah, l'idée, c'était, voilà, c'était un objectif pendant une semaine,
voilà, juste développer un MVP, leur faire un truc très très basique et essayer de charge dès le début. Parce qu'au final, tu te dis, bon, si c'est un truc qui est unique et tout, ben, ça peut fournir de la valeur qui va être monétaire aussi à la personne qui va utiliser ce service-là. Ouais. Donc, du coup, ben, il faut bien charge pour un service comme ça, quoi. Et donc, du coup, pour l'instant, c'est encore en mode MVP validation. Là, on n'a pas vraiment lancé en grand public. Là, c'est disponible, les gens peuvent payer, mais on n'a pas vraiment fait de la communication parce qu'on n'arrive pas vraiment à trouver les bons use cases ou les gens qui sont vraiment prêts à l'utiliser, quoi. Tu devrais parler à Guillaume Moubèche. Il fait un peu de la personnalisation, lui, dans les emails, Ouais. dans le cold outreach. Et je pense que tu aurais une conversation intéressante avec lui parce que il a trouvé un persona qui ça touche, etc. Et je pense qu'il y a clairement un persona qui existe sur LinkedIn qui fait de l'outreach à fond. Enfin, c'est ultra commun. Ouais. Même moi, je le fais. J'automatise des messages que j'envoie pour faire découvrir le podcast. Donc clairement, ouais, je pense qu'il y a des choses à faire là-dessus. Ouais. Ouais, nous, c'était principalement sur les previews, genre en mode short link. Ouais. C'est un peu par rapport à un outil où tu envoies en masse des emails ou un peu comme prospecting ou d'autres trucs. Mais allez, pour moi, il faut vraiment trouver la niche, le bon petit segment. Et là, pour l'instant, c'est encore être un peu trop vaste. Ça fait genre un outil qui fait tout n'importe quoi, c'est un peu compliqué. Voilà. Ouais. Tout le monde peut le faire, personne l'utilise. Voilà. Je pense que c'est le premier truc que tu fais quand tu veux faire un produit. Tu dis, tout le monde va pouvoir l'utiliser, mais du coup, tout le monde, personne se sent touché par le produit, du coup, puisque c'est tout le monde. C'est un truc que tu comprends pas au début quand tu fais des projets, et après, une fois que tu en as fait 2-3 et que tu as une communauté qui s'est créée, tu comprends qu'en fait, les gens, ils ont besoin de se sentir pas dans un tout, quoi, dans un petit groupe où ils se ressemblent et ce qui fait qu'ils sont tous d'accord entre eux, quoi. Ouais. Ok. Donc, on a parlé de Notion Automatization, de Preview Panda. Notion Automatization, ça en est où, ce projet-là? Bah là, c'est un peu le focus en ce moment. Ok. Là, pour l'instant, c'est ce que je suis dessus quasiment à plein temps. Là, il y a Notion qui lance bientôt leur API, donc j'ai pu avoir accès en private à la private API de Notion qui va être lancée. Là, c'est vraiment le cas qui va être lancé bientôt. Et du coup, j'essaie un peu de développer, par exemple, des intégrations et des automatisations avec l'API officielle. Par exemple, là, le use case le plus commun qui revient, c'est la synchronisation du calendrier avec Notion. Ouais. C'est-à-dire que là, par exemple, avant un call, tu passes 1 minute à créer la Notion page pour préparer les notes. Et comme ça, pendant le call, tu peux taper les notes. Et là, l'idée, c'est faire ça de manière automatisée. C'est-à-dire que fais une synchronisation des deux sens. Tu crées un événement sur Calendar, boum, ça le crée sur Notion. Tu crées quelque chose sur Notion, boum, ça le crée sur Calendar. Et du coup, ça, c'est vraiment le use case bien ciblé. J'ai pu déceler ce use case à travers le Notion Automation qui a été lancé en octobre dernier, où il avait fait un typeform où je demandais les gens comment vous utilisez, qu'est-ce que vous recherchez comme intégration, et c'était le use case qui sortait le plus. Et du coup, là, j'essaie un peu vraiment, au lieu de créer le self-serve automation où tu peux créer tout ce que tu veux avec Integromat, Zapier ou tout ça. L'idée, c'est de vraiment réduire le scope et fournir vraiment un truc qui répond à un use case bien particulier sans laisser la porte ouverte à n'importe quel type d'intégration. Ok. Trop bien, ça. Quand vous avez lancé le Notion, vous l'avez lancé sur Producton, c'est ça? Si je me rappelle bien. Vous avez eu combien de gens qui l'ont téléchargé ou d'utilisateurs? Là, on avait fini, je pense, à la newsletter le lendemain, on était deuxième et il y avait pas mal de trafic. Le problème, c'est que c'est un des trucs les plus challenging, c'était l'onboarding au début. Il est vraiment compliqué parce qu'il faut récupérer le cookie de Notion, le copy, paste, le mettre dans le truc, valider le compte. Donc en fait, il y avait beaucoup d'étapes, beaucoup de frictions pour pouvoir arriver au point où ça marche. Tu as le wow effect, le aha moment. Et du coup, là, il y avait beaucoup de frictions et voilà, entre-temps, il y a eu juste les personnes qui étaient vraiment super motivées pour automatiser Notion qui ont pu arriver jusqu'au bout, quoi. Ok, oui, donc tu as eu pas mal de gens qui n'ont pas fini le funnel parce que quand ils ont vu que ça devenait trop technique, ils ont abandonné, quoi. Exactement, d'où l'idée un peu maintenant de pouvoir focus sur un use case qui est particulier en sortant de Zapier et d'Integromat. Donc en fait, cette synchronisation, elle n'a pas besoin d'avoir aucun outil d'automatisation parce qu'en général, ces outils-là, ils coûtent déjà cher. Et du coup, tu n'as pas envie de payer 3 outils en même temps pour pouvoir faire une chose, quoi. Une tâche. Ouais. Ok.
Putain, c'est vachement intéressant. À un moment donné, j'ai voulu créer un outil pour automatiser la récupération de tes stats sur LinkedIn quand tu postes. Parce que je m'amusais pas mal à faire des posts LinkedIn qui a du reach, tu vois, hein, du social selling. Et c'était super galère, hein. Sur LinkedIn, t'as pas tes stats, enfin, ou tu les as, mais t'as pas l'évolution, tu vois, t'as pas de chart qui te dit comment ça évolue, alors que les gens qui postent sur LinkedIn, ils savent que si t'as beaucoup de reach au début, en général, ça va faire que ton post il devient viral, et si t'en as pas du tout au début, ben, enfin, c'est super important pour l'analyser. Et il y avait pas, et j'avais le même problème que toi, il fallait récupérer un cookie de LinkedIn pour récupérer à la place de l'utilisateur ses stats, et du coup, j'avais fait une extension Chrome pour faire ça. Mais même problème que toi, je pense, c'est que LinkedIn, ça change souvent. Et du coup, dès que je scrapais des données sur LinkedIn, toutes les semaines, je devais refaire le code du scrapper parce qu'il était tout cassé. Il changeait ça. Ouais. Et le projet, je pense qu'il pouvait être cool, mais le fait que ça soit pas du tout passif et que si j'arrête de bosser, ça casse, ça m'a vraiment démotivé. Je me suis dit, jamais de ma vie, je bosserai sur ça. Déjà, t'as pas le temps de réfléchir à faire des bons trucs, des nouvelles features ou quoi, que t'as déjà des trucs qui marchaient, qui marchent plus parce que LinkedIn a tout cassé. Donc, et c'était aussi la réflexion sur Notion Automation parce que c'était inofficiel, quoi. Donc du coup, ça casse assez souvent. Ouais. Et du coup, au début, c'est pour ça que je me dis, bon, en fait, tu fais un paiement initial pour pouvoir accéder à ça, et après, c'est tout. Il n'y a pas le truc le monthly, donc tu prends as it is. Alors que peut-être à un certain moment, ça a plus fonctionné parce que peut-être nos chaînes, ils nous auront bloqués ou ils n'auront pas autorisé une pratique comme ça. Mais au final, bon, là, l'idée, c'est que on les a approchés au final pour pouvoir avoir leur avis sur ça, et ils sont pas contre ça. Donc, au contraire, ils encouragent plus la communauté à avoir des trucs comme ça qui sont créés par la communauté parce que ça permet un peu de donner un peu plus d'attraction pour leur outil, quoi. Je pense que le fait qu'ils voient que tu arrives top 2 product sur Product 10, ça a dû les motiver encore plus à faire la PI. Du coup, je disais, oui, comme sur ton projet, le tout premier projet que tu as fait avec le monde, etc., t'es pas obligé de demander toutes les autorisations. Après, au début, genre, par exemple, pour l'autorisation pour le monde, c'était plus, t'es jeune, t'as peur un peu de tout ça, mais au fur et à mesure, t'as l'expression américaine qui dit better ask for forgiveness than ask for permission. Ouais, c'est ça. C'est demande pardon plutôt que demande de faire. Et c'est un des trucs qu'on fait trop souvent mal quand tu commences à entreprendre, c'est que tu dis ah mais il faut que je demande ça, ah mais il faut que je crée une entreprise, ah mais il faut que je fasse ça, et en fait tu t'es mis une charge administrative de ouf alors que tu sais même pas s'il y a des gens qui vont vouloir ce que tu fais, quoi. Donc c'est trop cool d'avoir fait ça, et puis tu vois, t'es allé voir Notion après, et puis tout va bien, ils sont même super contents. Tant que t'es pas en train d'essayer de leur voler du business, ça va en général. C'est un des trucs que j'avais fait attention, par exemple, sur LinkedIn, c'est que j'ai essayé de pas faire aucun outil d'automatisation de tâches sur LinkedIn parce que je sais qu'ils sont pas du tout contents parce qu'ils trouvent que ça casse leur communauté d'automatiser. Du coup, ils essayent de l'enlever, tu vois. Donc, j'ai vraiment essayé de juste récupérer des données pour mieux utiliser LinkedIn plutôt que automatiser des choses, alors qu'à un moment, tu vois, je me suis dit, avec le cookie, je peux facilement faire des posts en automatique ou alors des messages en automatique, etc. Et puis après, en regardant tout ce qui se faisait autour de LinkedIn, je me suis dit, ok, si je fais ça, c'est sûr qu'on sera jamais copains, quoi. Et après, comme j'ai dit au tout début, c'est des fois tu vois des opportunités, des trucs, des problèmes qui sont partagés entre plusieurs personnes. Tu peux te dire que tu peux surfer sur cette vague-là sur un certain moment, mais ça va pas être la vague, la houle qui va t'emporter vraiment loin. Il y a un certain moment, il va falloir se dire, au moins c'est quelque chose qui est pas viable au long terme, quoi. Clairement. Mais c'est une bonne expérience. C'est clairement une bonne expérience. Ok. Et ça fait 1h09 qu'on discute. On a pas mal à aborder de projets. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Là, je regarde un petit peu. Donc, on a regardé comment tu as optimisé ton revenu. Finalement, on en a parlé avec les SEO et l'audit avec les freelances. Une des questions, je pense, c'est un peu pourquoi tu es indépendant et pourquoi tu n'es pas allé travailler dans une boîte. C'est quoi qui t'a... Je crois que tu en as parlé un petit peu au début, mais si on peut revenir là-dessus. C'était principalement pour... déjà, il y avait le petit message subliminal de mon père depuis que je suis gamin. Genre, en fait, il faut être indépendant et travailler pour soi-même. Et du coup, c'est quelque chose qui est pas atteignable dès le début. Il faut y travailler, quoi. Et ça vient. Et au final, là, je me dis, bon, là, certes, peut-être quand j'étais en Silicon Valley ou au San Francisco, j'aurais pu
reprendre un boulot à plein temps dans une grosse boîte là-bas, avoir un salaire beaucoup plus intéressant. Mais au final, moi, je sens que c'est cette partie de passion qui va y un peu manquer parce qu'au final, des fois, tu as une petite idée, tu as un petit projet, tu peux le hacker, le faire, le lancer et l'expérimenter. Je pense, moi, j'ai une certaine satisfaction de pouvoir voir le projet qui est utilisé par d'autres personnes et que ça répond à un besoin particulier et même pouvoir être assez flexible, se dire par exemple au milieu de la semaine je peux aller faire une randonnée, je peux aller travailler n'importe où, ou cette flexibilité je me dis bon ça c'est quelque chose qui est un peu difficile à laisser pour revenir à un autre équilibre de travail. Du coup c'est pour ça que je me dis bon pour l'instant voilà c'est un rythme de vie ou un lifestyle qui me correspond bien. C'est un peu le indie hacker, alors, je sais pas comment on les appelle, mais. Ouais, indie maker, indie hacker, ça marche. Je pense que c'est le nom indépendant. Ouais. J'ai beaucoup de mal à traduire mon slogan, parce que du coup, indie maker, c'est en anglais, et j'essaye de traduire en slogan, c'est quoi le podcast, de quoi ça parle, et c'est un peu compliqué. C'est le podcast des gens qui lancent des boîtes en indépendant, quoi. Enfin, ça fait un peu. C'est tellement plus simple en français. En anglais, indie maker, ça parle de lui-même, quoi. Mais voilà, c'est intéressant que tu parles de ce sujet-là parce que là, avec le Covid, on a beaucoup vu qu'il y a plein de gens qui peuvent travailler en remote. On a eu une grosse explosion du remote. Mais par contre, il y a plein de gens avec qui je parle qui me disent putain, je peux travailler n'importe où. Et ils disent bon ben vas-y, je viens par exemple à Madère ou aux Canaries, puisque toi t'es aux Canaries, ce qu'on se disait en off. Et en fait, ils se rendent compte que leur entreprise a dit non, c'est pas possible parce que si tu vas à l'étranger, c'est trop complexe pour nous à gérer. C'est question de taxes, d'assurance, c'est un peu compliqué quoi. Mais ça peut se comprendre, mais après bon c'est. Oui, ça se comprend clairement. Ça dépend un peu de la culture de l'entreprise aussi quoi. Voilà, et tu vois encore une fois, il y a des startups qui se créent aux États-Unis pour aider sur ça. J'ai lu ça il y a pas longtemps là, cette semaine. Mais tu vois encore une fois que t'es bloqué. T'aimerais bien, enfin tu peux bosser de n'importe où, mais pas tout à fait. Et ça c'est vraiment un truc qui me dérange quand t'es dans le système où t'es employé, etc. C'est que t'es censé être tu vois, on dit qu'on vit dans un monde libre, mais à condition de plein de choses quand même. C'est ça. Après, ça peut se comprendre, par exemple, sur le fuseau horaire. Moi, genre, si tu vas pas aller travailler à Bali ou en Argentine, parce qu'au final, tu vas être totalement décalé, sauf si tu assumes le fait de pouvoir travailler la nuit et que tu es en synchronisé avec l'équipe qui est localisée dans le time zone. Après, pour une question d'assurance et de taxes, là, comme tu dis, c'est une opportunité, quoi. C'est un problème et du coup, il y a forcément une opportunité pour une startup pour pouvoir combler ce problème et résoudre ça pour que les boîtes puissent le faire de manière un peu plus standardisée, quoi. Oui, clairement. Mais regarde, même pour le truc à Bali, je suis d'accord et pas d'accord avec toi en même temps, parce que y a plein de boîtes qui se sont retrouvées à faire du remote et en fait ils ont eu la réunionite il reste 4 heures en Zoom parce qu'en fait ils savent pas être organisés. Et tu vois que les boîtes qui arrivent à très bien être organisées, qui ont une vraie culture de l'asynchrone et de savoir envoyer et utiliser les outils genre Slack, email, Trello pour noter des tâches, etc. Ouais, Notion, par exemple. Oui, je l'oublie tout le temps parce que je suis pas très utilisateur encore. J'essaye comme t'as vu tout à l'heure, j'ai une trame qui est sur Google Doc, mais j'essaye de me barrer de Google Doc, donc je pense que Notion, ça va être mon alternative. Et du coup, ouais, toutes les boîtes qui sont pas bien organisées, finalement, en fait, elles vont galérer à bosser sur plusieurs fuseaux horaires, mais en fait, parce qu'elles galèrent tout court à s'organiser de base. Et du coup, être sur un fuseau horaire différent, ça met en exergue le problème d'organisation. Mais en soi, il y a des boîtes qui arrivent à le faire très bien. Genre la plus connue, c'est Buffer. Ils ont pas de bureau, ils sont partout dans le monde. Enfin, actuellement, je sais pas, mais à l'époque, c'était comme ça, quoi. Et ça marchait plutôt bien. C'était bien avant le Covid. Hein. Ils avaient essayé un peu d'être totalement transparent et d'être le modèle de la boîte décentralisée par excellence. C'est ça. Ça leur a valu un bon coup de pub. Clairement, ils ont été connus. J'ai eu Rodolphe Dutel qui a bossé pour eux. Et dans le podcast, et justement, il disait que ça un des trucs qui a fait leur marketing sur le produit, ça a été le fait qu'ils parlent de leur culture. Ça c'est assez fou quand même, parce que les gens sont venus, genre même moi, j'ai téléchargé ce produit et je l'ai utilisé parce que je trouvais cool ce qu'ils faisaient en premier lieu avant de trouver cool le produit. Et c'était aussi, ils avaient démocratisé aussi le fait de rendre les salaires transparents. Et ils avaient fait une grille de salaire, de calcul de salaire basée où est-ce que tu habites et ta position et ton expérience. Et je trouvais ça assez stylé parce que là
Même en général, les salaires, surtout en France, c'est très tabou, quoi. Personne ne parle vraiment de son salaire et tout. Alors que là, c'est même pour là, j'avais vu un thread sur Twitter là de Peter Level qui essaie un peu de pousser toutes les personnes qui postent sur Remote OK de pouvoir communiquer voilà, les salaires des positions, parce qu'ils disaient que les entreprises, en fait, elles veulent pas communiquer le salaire parce que peut-être elles sous-payent les salariés existants, et si les salariés existants ils découvrent les salaires qu'ils offrent pour les nouveaux postes, ben ça va créer un peu la rébellion et tout, alors que normalement depuis voilà, premièrement il fallait pas juste sous-payer, il faut juste payer tout le monde de manière assez fair, quoi. Clairement, mais je pense que c'est basé sur plein de problématiques. Tu vois, là, les entreprises que nous, on essaie de créer en tant qu'indie, t'es obligé d'essayer de faire les choses bien, parce que tu vois, si tu triches, ben, ça va se savoir, et puis ça va pas durer, ton projet, etc. Forcément, je pense que toutes les entreprises qui sont un peu neuves, qui datent de moins de 10 ans, le monde de maintenant est fait qu'on sait tellement de choses que tu peux plus trop tricher et, par exemple, exploiter tes employés pour gagner de l'argent. Alors qu'il y a 15 ans ou 20 ans, c'était un modèle d'affaires. Mal payer les gens pour gagner de l'argent sur un business qui ne fait pas beaucoup d'argent, c'était un modèle. Et je pense que ça devient de moins en moins vrai dans le monde de maintenant. Mais c'est aussi pour ça que le truc de transparence. La culture d'entreprise, je pense, là, ça devient de plus en plus important. C'est un truc que j'ai vraiment appris aux États-Unis, surtout dans les boîtes de la Silicon Valley. Je vois un peu comment ils traitent les employés. C'est une sorte de question un peu aussi de confiance. Au final, genre, en fait, c'est tellement compétitif pour rentrer qu'ils font un filtre qui est assez fort pour pouvoir, quand la personne qui rentre, ben, ils savent que cette personne, elle va être, genre, on peut lui faire confiance, ou genre, elle va fitter un peu la culture de la boîte pour pouvoir être assez indépendante et apporter la valeur pour la boîte. Alors que si t'as un peu le système manager un peu fliqué, ou t'essaies un peu de surveiller exactement ce que la personne, elle fait à distance, là, au final, la personne va se sentir moins impliquée et elle va moins produire, va être moins productive que si tu lui donnes une certaine autonomie, quoi. Et le télétravail, un peu le Covid, c'est un peu relever ça en général pour les boîtes qui sont qui ont un peu du mal à faire confiance à leurs employés. Ah oui, c'est sûr que c'est tout ce qu'on a vu dans les journaux, avec le truc où ils t'obligent à mettre un logiciel qui prend des photos de ton écran toutes les 15 secondes, etc. Ouais. Là, la culture d'entreprise, c'est un vrai sujet qui je pense, qui a vraiment été mis en exergue avec avec le confinement et le Covid. Tu vois qu'il y a eu plein d'évolutions. Tu sais que maintenant, ça arrive aussi, une des boîtes que j'ai trop kiffé bosser en France, qui s'appelle Toucan.Toco. Peut-être tu connais. Toucan.Toco. C'est une boîte de DataVis. S'ils écoutent, coucou. Ils sont trop cool. Ils sont en train d'aller aux États-Unis, là. Et quand je suis rentré chez eux, on était 40. Enfin, j'étais le 40e employé. Et il y avait 7 entretiens. Ce qui peut paraître énorme pour plein de gens. Ils disent, putain, c'est ultra lourd, c'est ultra long. Mais en fait, ils avaient une vraie volonté d'essayer de faire que les gens qui viennent, ils se sentent vraiment aller tous dans la même direction, quoi. Donc du coup, il y avait beaucoup de... tu devais faire un apéro avec des gens, par exemple. Pendant les entretiens, il y en avait un où c'était un apéro. Tu venais à un after work et parlais avec les gens, et tout le monde devait parler un peu avec toi. Et n'importe qui est dans la boîte avait le droit de dire « je le sens pas, lui », et il prenait vraiment ça en compte, quoi. C'était assez ouf. Et voilà, j'ai juste envie de les citer parce que je trouvais ça cool comme process. Je pense que ça arrive de plus en plus. Le process un peu plus compliqué, mais au moins t'es sûr qu'à la fin tu finis par avoir... T'as plus de chance en tout cas d'avoir des vrais fits, quoi. Je pense que ça a vraiment un intérêt. Ok, mais je pense qu'on va pouvoir arriver à mes questions finales, sinon on va parler des heures. Bien que c'est intéressant, je pense qu'on va avoir des auditeurs qui vont s'endormir. En vrai, je pense pas, parce que c'était vraiment intéressant, mais voilà. J'essaie de contenir le format pour pas que les gens ils doivent écouter ça pendant des heures. Du coup, une des questions que je pose en finale, en premier, c'est qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances dans tes projets? Il y a un conseil que tu aurais aimé entendre, peut-être? Peut-être un peu les trois learnings que j'ai eu sur Gavi the Goat, là, sur le projet. Mais bon, après, des fois, on sentait de dire, si on vit pas l'expérience en elle-même, on va pas vraiment l'apprendre. Mais au final, genre, il y a des personnes qui m'ont dit, bon, il faut vraiment que tu testes. Je me dis, non, c'est bon, j'y crois. Mais peut-être, voilà, il faut y croire. Mais après, avec si t'as les bonnes data, pouvoir le faire. Donc, de la validation du marché, prendre un peu le temps pour pouvoir valider avant de pouvoir se lancer sur des gros chantiers ou des gros projets sans pour autant valider, quoi. Et aussi, genre, voilà, il faut déjà shipper, tester, ne pas trop passer le temps à perfectionner, quoi.
Oui, oui. Oui, il faut pas faire un gros truc, il faut tester rapidement. Ça m'a fait penser à un proverbe militaire que j'aime bien, ce qui est assez étonnant parce que je suis pas trop fan en général des militaires, mais le proverbe c'est, enfin je sais pas si on peut appeler ça un proverbe, c'est la confiance n'exclut pas le contrôle. Et je trouve que c'est une très bonne façon de voir le monde qui est que même si tu as vraiment confiance en ce que tu veux faire, tu as le droit d'avoir des points de contrôle et c'est normal d'en avoir. Pour avancer quoi. Donc par exemple un peu vérifier ton idée en faisant je sais pas juste une landing qui présente l'idée. Si tu vois qu'il y a plein de gens qui viennent la visiter, déjà tu as un peu plus une idée de est-ce que je suis pas dans la lune et que j'imagine un truc que personne tout le monde s'en fout. Mais voilà, et du coup on vient à ma question d'après qui est quelle est ta citation préférée? Voilà, il y a eu plusieurs citations pendant le podcast, mais il y en a une un peu que j'aime bien, bon, après bon, c'est en anglais, mais peut-être pour it's more about the journey than the final destination. C'est plus sur c'est plus sur Le la route chemin, sur le chemin que sur ouais. la destination finale. Et du coup, au final, des fois, on voit juste l'objectif final, alors qu'il faut aussi profiter du moment et pour arriver à cette destination-là. Et c'est un truc, voilà, que j'aime bien un peu cette philosophie de voir les choses, quoi. Clairement, je suis plutôt d'accord avec toi. J'avais eu cette sensation de, tu sais, à un moment donné, j'ai voulu être très très indépendant. Je me suis intéressé au mouvement FIRE que tu dois connaître aux États-Unis, qui est le but c'est de gagner le plus d'argent possible et de l'accumuler pour te partir à la retraite le plus tôt possible, donc à 30 ans, à 40 ans. Et je trouvais ça tellement incompatible avec ce que je ressentais de la vie, qui était plus il faut arriver à profiter au jour le jour. Alors que là, le but, c'est de s'ultra restreindre pour après pouvoir vivre. Mais le premier truc que je me suis dit, c'est imagine, donc ta cible, c'est à 40 ans, je suis à la retraite et tu meurs bêtement en passant un passage clouté à 39. Qu'est-ce que tu penseras de ta vie? Genre, j'ai loupé le meilleur moment, quoi. Ouais, c'est un peu la philosophie de Tim Ferriss là. Au final, ce bouquin il m'a pas mal impacté, genre globalement, parce que même ça a l'air un peu bullshit au début, mais je recommanderais vraiment aux lecteurs ou aux auditeurs là Ouais, qui écoutent, parce qu'au final, moi je dis qu'en fait tu peux prendre ce que tu veux et tu laisses ce que tu veux pas. Parce qu'il y a pas mal de trucs en fait qui éthiquement sont pas incroyables et qu'il y a beaucoup de trucs qui sont pas, c'est pas ouf. Mais il disait un truc par exemple là, dans la vie, dans la société actuelle, c'est que surtout aux États-Unis où tu as genre une semaine de vacances par an et du coup tu as des personnes qui travaillent voilà, toute l'année pour avoir une semaine de vacances pour respirer et après au bout de 60 ans, 62 ans ou même plus avoir la retraite pour profiter de la vie. Et lui il ouais, voyait un peu les choses différemment en mode comme quoi si tu peux avoir des mini retraites dans ta vie parce qu'en fait, tu auras l'énergie pour pouvoir voilà, profiter, parce que tu es encore fit, tu as encore l'énergie pour découvrir les choses. Et aussi, comment il a un peu approché le truc dans les pays occidentaux par rapport aux pays, genre par exemple, qui sont en voie de développement, comment tu peux profiter un peu ouais. si tu peux être payé sur un salaire qui est supérieur tout en réduisant ton nombre d'heures de travail. Par exemple, tu peux être en part-time pour pouvoir libérer le temps, pour pouvoir voilà, faire d'autres choses, d'autres skills qui ne sont pas forcément monétisables, genre qui parlaient du tango ou différentes skills, apprendre une nouvelle langue, faire de nouvelles choses, quoi. Et du coup, c'est juste cette philosophie de dire en fait, même genre essayer un peu même le concept de être riche, en fait pour lui il le définit comme quoi t'as pas besoin d'avoir 1 million de dollars dans ton compte pour être riche. Tu peux très bien genre profiter des trucs sans pour autant avoir cette vision de 1 million, 2 millions ou 10 millions, je sais pas, Ouais. genre. Donc, et ça permet un peu de réduire un peu la pression pour les gens qui se donnent un peu cet objectif de devenir millionnaire ou d'avoir beaucoup de thunes, un truc comme ça. Au moins, tu te dis, en fait, c'est pas l'objectif final. C'est genre, tu peux très bien arriver à des trucs comme ça sans pour autant voilà, se tuer ou être en burn-out total pour le faire, quoi. Clairement aligné avec ça. Je sais pas si c'est dans son livre la phrase retire often or retire early. C'est en gros, fais des retraites de temps en temps et fais-en assez tôt. J'avais lu ça dans un article et j'avais trouvé ça vraiment philosophiquement très bien parce que c'est vrai qu'à 60 ans, tu vas pas profiter de autant que maintenant à tout âge, avant 60 ans, quoi. T'as pas la même énergie, donc il vaudrait mieux un peu disperser tes retraites un peu partout. C'est un peu, moi je fais ça, tu vois, en ce moment je fais que 3 jours, depuis un mois là, je fais 3 jours de freelance par semaine. Et j'essaie petit à petit de réduire. Avant je faisais 4, maintenant je fais 3, et j'aimerais à un moment donné arriver à faire 1 peut-être. Et puis ouais, vivre avec mes projets, quoi.
mais plutôt très aligné, très content de cette citation. Du coup, une des questions avant la question fatidique où c'est qu'on envoie les gens qui veulent te suivre, c'est quel est le prochain invité selon toi que je vais faire venir dans ce podcast? Ouais, j'en ai pas mal un peu en tête. C'est notamment un petit groupe d'amis où on discute des petites trouvailles sur Internet. Dès qu'il y a un Product Hunt à lancement, tout le monde aide un peu à voter, à commenter. Et du coup, j'ai quelques amis qui sont pas mal impliqués dans la communauté un peu genre makers. Et il y en a un qui commence à faire des trucs assez cool. C'est Ben Ilseman. Et il a fait un peu un bootcamp sur Webflow et là, il parle un peu du modèle de hyper freelancing, comment il il switch entre le freelance et des side projects et faire de la formation en ligne. Donc du coup, je pense qu'il y a du bon contenu où il peut partager des trucs assez intéressants. Donc, ouais. C'est noté. Si tu peux me faire une petite mise en contact après, ça sera le plus simple. Et du coup, la dernière question, c'est où c'est qu'on envoie les makers qui veulent te suivre et un peu voir ce que tu fais. Donc là, je viens de mettre à jour récemment le site de Tonoid. Donc c'est tonoid.com. Et du coup là, ça répertorie tous les projets sur lesquels je travaille en ce moment. Et sur Twitter, Simo Elalj, ma DM est open. Et donc avec plaisir de chatter ou de pouvoir répondre à n'importe quelle question. Ok, trop bien. Il est cool le site Tonoid, je viens d'y aller là. Je le mettrai dans la description. Eh ben, merci beaucoup, Simo. C'était vraiment un super podcast. J'espère que les auditeurs auront apprécié tout autant que moi. Ok, cool. Merci pour l'invitation. Du coup, pour les auditeurs, si vous avez un petit peu de temps, vous pouvez envoyer du love à Simo. Vous pouvez lui envoyer des petits messages sur Twitter ou sur ses projets pour lui dire que c'était trop cool le podcast. Je pense qu'il sera super content. Et puis, je vous dis à dans 2 semaines pour le prochain. Salut!